Bonjour à tous, juste un petit mot, ou plutôt deux petits mots, avant de vous laisser avec ce nouvel épisode d'Into the Wind. Le premier pour remercier chaleureusement nos amis de Paprec, et en particulier Sébastien Petit-Higuenin, qui nous ont accompagnés avec passion et bienveillance pendant 67 épisodes d'Into the Wind. Si vous souhaitez devenir partenaire de ce podcast pour un ou pour plusieurs épisodes, n'hésitez donc pas à nous contacter. Le deuxième petit mot est pour vous rappeler que la 6e édition du Sailors Film Festival se déroule cette année du 9 février au 2 avril dans 47 villes en France, en Suisse et en Belgique, c'est une nouveauté, avec 6 films exclusifs et inédits comme d'habitude, et vous pouvez réserver vos places sur sailorsfilmfestival.com. Bonjour, vous écoutez Into the Wind, le podcast des marins qui font des phrases. Into the Wind est produit par Sailors, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Sailors, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, un festival de films et un studio de production de contenu que vous pouvez retrouver sur sailors.com. Je suis Pierre-Yves Lautroux et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Into the Wind. Bonjour Mathieu Blanchard. Bonjour Pierre-Yves. Merci beaucoup, non pas de nous recevoir, mais d'être connecté à notre petit studio virtuel. Je suis très fier de faire cet épisode qui va être un petit peu spécial parce que Mathieu Blanchard, c'est pas forcément un nom que vous connaissez chez les marins, mais c'est un nom évidemment très très connu chez les coureurs de pleine nature. Je crois que c'est comme ça qu'on dit au Québec, les trailers et les ultra trailers, comme on dit en France aujourd'hui. Donc Mathieu, merci beaucoup de participer à ce nouvel épisode d'Into the Wind parce que t'es un coureur qui a fait du bateau et t'as participé à la Transat Café l'Or avec Conrad Coleman et ça a été une épreuve au sens sportif et au sens probablement moral et mental du terme. Tu vas nous en parler. Et moi, j'avais envie de t'inviter sur Into the Wind. D'abord parce que je suis très fier que tu sois l'un des auditeurs d'Into the Wind. Ça m'a beaucoup touché quand on s'est rencontrés. Peut-être qu'on le racontera tout à l'heure. Et puis surtout parce que la manière dont tu as raconté la voile, je pense pour nous les spécialistes de la course au large, où on s'habitue un peu à la performance des marins et aux exploits qu'ils accomplissent au quotidien. Toi, qui est quand même pas un perdreau de l'année, t'es capable de courir 170 km en moins de 20 heures ou 600 km dans le Nord Canada et de gagner des courses assez incroyables. T'as trouvé ça très très dur et tu l'as bien raconté avec beaucoup de transparence. Et du coup, je me suis dit que quand même, si ça se trouve, on s'était un peu trop habitué à la performance des marins. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, je me suis dit que c'était vraiment intéressant d'échanger avec toi. Donc on va avoir un format un peu hybride, un peu particulier. On va parler de bateau, mais aussi on va parler un petit peu de trail. Je suis loin d'être un expert du trail comme je le suis en bateau. Mais comme on le disait juste avant de lancer l'enregistrement, tu es très très généreux dans le partage. Donc on va en profiter. Donc on va parler bateau et puis après on parlera un petit peu de trail. Et puis surtout, évidemment, ce qui va nous intéresser, tu l'as déjà un petit peu raconté, ce qui va nous intéresser, c'est les parallèles qu'il y a entre ces deux sports, qui sont des sports d'endurance, parfois d'endurance, et toi, tout ce que tu as pu apprendre à travers ces deux pratiques. Voilà le programme. Merci encore. Est-ce que tu peux, juste avant, t'es au soleil. En général, quand j'enregistre des podcasts à distance, je raconte toujours qu'il fait pas très très beau, mais il fait très beau à Lorient aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire, t'es à ton camp de base, donc c'est les Deux Alpes. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu quel est ton programme du moment? Je crois que tu rentres d'un long périple mêlant cinéma, sport, exploit, aventure. Est-ce que tu peux nous faire un petit topo de tes dernières semaines? Oui, tout va bien aujourd'hui. Encore merci pour l'accueil Pierre-Yves. Comme je te disais, j'ai énormément écouté ce podcast pour m'inspirer, pour découvrir, pour comprendre, pour m'éduquer par rapport au monde de la voile. Je l'ai beaucoup écouté aussi en amont de la course Transat Café l'Or. Je pense que j'ai écouté quasiment tous les épisodes. Donc, Ah ouais. merci de m'accueillir ici et je suis très content de participer à cet épisode. Écoute, ça va très bien aujourd'hui. Je suis très content de rentrer dans ce camp de base parce que c'est vrai que les dernières semaines, pour ne pas dire les derniers mois, ont été assez intenses. Alors, il y a eu effectivement la Transat Café l'Or qui a eu lieu octobre, novembre, décembre, j'ai envie de dire, parce que je suis resté pas mal de temps à l'arrivée en Martinique pour notre projet trail. Derrière, j'ai enchaîné avec un gros projet course Barclay Marathon aux États-Unis dans le Tennessee. Ensuite, je suis parti en Laponie suédoise pour une autre course grand froid, un petit peu comme celle du Yukon que tu as évoqué plus tôt. Et enfin, j'ai fait une tournée cinéma dont je reviens. Voilà, une tournée cinéma dans laquelle j'ai présenté un film qui retraçait justement cette course au Yukon l'année dernière, qui n'a pas été de tout repos à la fois pour la course, mais aussi pour la tournée.
on a du mal à imaginer l'envers du décor de l'organisation d'une telle tournée, une semaine, tous les soirs, d'aller de ville en ville, faire les testings dans les salles, déposer les décors, faire des conférences post-projection, se coucher tard. Bon, bref, je suis rentré à la maison. Là, il fait grand soleil comme chez toi aujourd'hui et j'ai la vue sur le parc des Écrins qui, pour moi, est un des parcs montagneux les plus beaux, les plus sauvages de France. Voilà, ici, aux Deux Alpes. Et tout va bien aujourd'hui pour un nouveau cycle, une nouvelle phase où maintenant, je vais vraiment focus sur ma carrière d'ultra trailer au sens de la performance, pour ne pas dire l'ultra performance, pour les prochaines échéances qui vont arriver au printemps et cet été. D'accord. Et du coup, quand tu fais une tournée comme ça, quand tu as une séquence comme ça, j'imagine que tu as une programmation athlétique qui est assez précise. Tu dois très très bien te connaître. Tu as un temps de récup qui est important ou tout de suite tu repars faire fonctionner les jambes sur les sentiers. Comment ça se passe? Alors, j'essaie de calculer de manière un peu intelligente ces phases-là de mon année comme une tournée pour présenter un film. Voilà, j'avais placé la tournée de manière stratégique. La semaine qui suivait ma course en Laponie suédoise, voilà, j'ai fait quand même 200 bornes sur la neige. C'était pas de tout repos. Donc, en général, les semaines qui suivent une course, enfin, la semaine qui suit, les 10 jours qui suivent, c'est plutôt repos, reprise, tranquille. Donc, c'était voilà, parfait cette semaine-là où dans les hôtels, je tournais un petit peu les jambes sur les vélos et j'allais jogginer 20-30 minutes entre deux trains et c'était voilà, en mode récup. Et c'est que maintenant, cette semaine, où vraiment je vais mettre enfin les bouchées doubles sur un réel entraînement structuré de performance. Alors, du coup, on va parler Café L'Or. Je voudrais que tu nous racontes un petit peu, déjà d'où vient ce projet. Alors, t'as déjà fait beaucoup de choses entre temps. Hein. T'es un peu du genre hyperactif, donc t'as fait beaucoup de choses entre temps. Mais je voudrais savoir un petit peu comment un garçon comme toi, qui est pas étranger à l'univers maritime, on y viendra plus tard, mais qui est étranger à l'univers de la voile de compétition jusque-là, comment un garçon comme toi se retrouve dans cette histoire? Parce que on voit bien l'enjeu de communication, l'enjeu partenarial, on voit bien tout ça, mais c'est évidemment pas fait que pour ça. Qu'est-ce qui fait que tu t'es engagé dans un truc comme ça? C'est une fascination qui est préexistante, c'est une opportunité à saisir, c'est quoi? C'est quoi la mécanique en jeu, quoi? Je pense que l'origine de ce projet remonte à ma tendre enfance. J'ai grandi dans une famille de plongeurs sous-marins, ultra passionné de plongée sous-marine. Mon papa, Jean-Louis Blanchard, a été président de la Fédération française de plongée pendant 12 ans, il me semble. Voilà, donc vraiment, j'ai eu, quand j'étais enfant, entre 5 et 10 ans, l'équipe Cousteau à la maison régulièrement. Albert Falco, pour ne Ah pas le ouais. citer, et d'autres qui étaient à la maison. Et j'étais là avec des yeux d'enfant à les écouter, à raconter leurs histoires sur la Calypso, d'explorateurs, de plongeurs pendant des années. Je leur posais des questions un peu naïves sur la découverte de certains spécimens, de baleines, de requins. Et c'est vrai que j'ai été nourri au documentaire Le Monde du Silence et au BD de Cousteau qui trônait dans ma bibliothèque. Donc vraiment, voilà, l'océan a toujours fait partie de mon univers. J'ai été plongeur sous-marin. Alors ça, c'est ma mère qui le raconte. J'ai pas une assez bonne mémoire pour m'en rappeler, mais mes parents avaient un club de plongée en Guadeloupe. Et ma mère, elle me racontait que j'ai respiré dans un étendard de plongée avant même de marcher. Donc c'est pour dire à quel point j'ai baigné dans l'eau depuis tout jeune. Et voilà, j'ai passé tous mes diplômes et tous mes niveaux de plongeur pour devenir moniteur de plongée sous-marine assez tôt, début vingtaine. Métier que j'ai pratiqué pendant quelques mois, pendant mes vacances scolaires ou dans mon début de carrière pour voilà, me changer un peu les idées. Voilà. Et c'est vrai que la voile, ça m'a toujours un petit peu fasciné. Alors d'abord, de par les récits d'aventuriers. Alors, on remonte aux grandes origines, hein, des explorateurs, des vrais explorateurs pionniers à l'époque où ils partaient sans savoir où ils allaient se rendre et qu'est-ce qu'ils allaient découvrir. Et voilà, c'est des récits voilà, qui ont un petit peu percé à mon adolescence et qui m'ont toujours fasciné. Et voilà, plus récemment, d'autres récits un peu moins pionniers dans l'exploration de territoire, mais plutôt pionniers dans l'exploration de la capacité humaine en termes de performance, en termes d'engagement mental. Donc voilà, c'est les courses au large que j'ai commencé à suivre dans les dernières années, dont le Vendée Globe, Route du Rhum, Transat Jacques Vabre, qui est devenu Transat Café L'Or. Et le concret de tout ça, c'est vraiment fait lors du départ du dernier Vendée Globe, où j'ai été invité par Initiative Cœur pour venir voir un petit peu le départ de la course. Il s'avère que la veille du départ, on était dans une grande salle des fêtes, voilà, avec le staff d'Initiative Cœur, du public. Et il y avait également Thomas Pesquet, l'astronaute. Mhm. Et
et l'acteur François Damier qui était là. Donc voilà, après quelques bières, on commençait un petit peu à parler de nos vies respectives. Et c'est là que François Damier et Thomas Pesquet ont dit qu'eux, ils avaient participé à l'une des courses. Alors, je crois que François Damier avait carrément fait la course Il a fait la Jacques Vabre, ouais. ouais, sur une classe 40, il me semble. Et Thomas Pesquet avait fait un convoyage retour sur un IMOCA. Et c'est là que j'ai dit, mais en fait, je savais pas que c'était possible qu'un amateur puisse aller sur un bateau de course. Et donc, voilà, j'ai dit ouvertement aux personnes qui étaient là, si un jour l'opportunité se fait, qu'il y a une place pour moi sur un projet, je suis preneur. Bon, voilà, on avait bu quelques bières, donc c'était un peu des paroles en l'air. Et c'est vrai que 15 jours plus tard, l'agence de com qui gère Initiative Cœur m'a rappelé, m'a dit, écoute, on gère aussi la communication de Conrad Coleman. Il est en plein Vendée Globe. On lui a fait passer le message que tu serais intéressé pour faire un projet avec lui à son retour. Ton profil l'intéresse. Organisons une visio. Donc voilà, il était en plein Vendée Globe et moi j'étais ici dans mon camp de base. On a organisé une visio, on est resté 1 heure. Il était là, ouais, regarde et tout derrière moi. Il était en plein Vendée Globe et c'est vrai que le fit est passé et petit à petit le projet a convergé vers pourquoi pas imaginer de faire une course ensemble. Et cette course s'est avérée être la Transat Café L'Or quelques mois plus tard. Et c'est là où ça dérape, parce que toi, à l'issue de ces quelques bières, tu pensais plutôt à juste une navigation. Tu pensais pas à participer à une course, si? En fait, c'est que François Damier et Thomas Pesquet avaient carrément fait une transatlantique. Donc, Ouais. si, dans ma tête, j'avais ça en tête. Moi, ça me fascine plus que l'aspect IMOCA, course, etc. C'était de se dire, traverser un océan sur un voilier, pour moi, ça me fascinait. J'arrivais pas à me l'imaginer, à me le concevoir. C'est vrai qu'on traverse l'Atlantique habituellement en avion, ça dure 5, 6 heures, 7 heures parfois. Et puis, on n'a pas trop le temps de comprendre la dimension de cet univers. Qu'est-ce que ressentent aussi les marins sur leur bateau quand ils traversent l'Atlantique? Ça me replonge aussi dans ces récits d'antan que j'ai pu évoquer plus tôt. Et voilà, c'était quand même une transat que je voulais faire plutôt que des navigations journalières. Et alors, parce que quand on s'est rencontrés la première fois au musée de la Marine, il y a quelques mois, pendant le Vendée Globe d'ailleurs, tu m'avais dit que tu avais eu une première expérience avec Fabrice Amédéo. Et Tout à fait. Alors qui s'était pas très bien passé d'ailleurs, hein. Ouais. Tout à fait. Alors, avant même ce Vendée Globe, je pense 1 an avant, Fabrice m'avait contacté. Il me suivait sur les réseaux. Il avait discerné entre les lignes que j'étais passionné d'océan, de plongée sous-marine, etc. Il m'avait proposé de venir le temps d'une journée, enfin le temps plutôt de 72 heures, expérimenter ce qu'est l'IMOCA. Donc, effectivement, j'avais pris mon petit train, j'avais rejoint Lorient. On avait fait 72 heures ensemble. Effectivement, ça s'était très mal passé. Pas ma relation avec Fabrice, qui était Non, voilà. on avait passé un bon Précisons-le tout moment. de suite, ouais. Mais un peu à l'image du départ de la Transat Café L'Or cette année, nous sommes partis de Lorient et dans l'heure qui a suivi, donc déjà on est parti quasiment à la nuit, donc perte de repères dans la première heure. Et on a pris, si mes souvenirs sont bons, 40 nœuds établis, creux de 3-4 mètres. Et c'est pas la meilleure manière de s'acclimater à un IMOCA. Et effectivement, les 72 heures ont été très compliquées pour moi. Ouais, je crois que tu m'avais raconté que tu étais les bras en croix dans le cockpit avec les bouts partout au-dessus de toi. Ouais, j'étais couché à l'arrière sur le pont avec les vagues passaient par-dessus le pont, donc atterrissaient là où j'étais. Les bouts étaient partout autour de moi et puis je faisais que vomir. J'avais plus la force de tenir debout et ça a duré. Dans la dernière journée, ça allait mieux, mais c'est vrai que pendant peut-être 24-30 heures, je suis resté dans cet état. À me dire, à avoir dans ma tête 2 discours. Le premier qui était, je vais dire à Fabrice de me ramener à terre parce que je vais littéralement mourir. Et le deuxième qui était, mais Mathieu, tu es là aussi pour le challenge, tu es là aussi pour apprendre, tu es là aussi pour découvrir cet univers. Et puis, ça fait partie peut-être de ce truc-là. Donc, force. Et après la tempête, normalement, ça devrait se calmer. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça que je l'ai vécu. Et ça t'avait pas découragé, c'est-à-dire que ça t'a quand même, quand t'as vu l'opportunité, tu l'as quand même saisi, quoi. Alors, lorsque je suis rentré à terre, c'est vrai que je me suis dit, mais en fait, je suis pas du tout fait pour ça. Je pourrais jamais faire de la voile. Et d'ailleurs, j'étais extrêmement déçu parce que c'est un projet aussi plus long terme pour moi. Hein. Si tu regardes mon livre, un petit peu biographique que j'ai écrit, Vivre d'aventure, mon dernier chapitre s'ouvre à lorsque j'aurai fini ma carrière d'ultra trailer, je rêve de vivre sur un bateau en famille et de faire le tour du monde. Donc voilà. Et c'est vrai que quand j'ai eu ces sensations-là de mal de mer, je me suis dit, mais mince, je suis pas fait pour ça. Je suis hyper déçu. Et puis c'est là qu'en discutant un petit peu plus avec des experts du domaine, ils m'ont fait comprendre qu'il y a une forme d'adaptation qu'on peut avoir, s'amariner au bateau, et que c'est vrai que la manière dont j'ai commencé sur un IMOCA à la tombée de la nuit par 40 nœuds avec des énormes creux, c'est pas C'était forcément pas le la meilleur meilleure moyen, manière, ouais. voilà. Voilà. Et qu'on peut s'y habituer, que même
des navigateurs, des skippers de haut niveau, il arrive qu'ils aient aussi le mal de mer et voilà que parfois, il faut laisser passer 2-3 jours et on s'y habitue. Et même des pêcheurs, hein. Alors revenons à la rencontre avec Conrad. Lui, il rentre du Vendée Globe, il faut s'en remettre déjà, et ensuite il faut repartir, préparer le bateau pour la Jacques Vabre. Et toi, tu as un planning, tu fais beaucoup de courses évidemment. Comment ça s'organise? Est-ce que toi tu rentres dans une logique de préparation assez importante, parce que le Tour de Jacques Vabre, ça se prépare, il y a beaucoup de travail technique, commercial, communicationnel. Comment toi tu t'insères dans ce projet-là? On a vu des petites images de vous deux dans une caravelle dans la passe à Lorient qui était mignonne, mais c'était pas une préparation qu'a fait l'or, quoi. Ouais, tout à fait. Alors, il y a eu effectivement cette visio en plein Vendée Globe où on a regardé la faisabilité du projet ensemble et on a confirmé qu'on voulait le faire. Maintenant, on a attendu son retour du Vendée Globe pour s'appeler et avoir une discussion beaucoup plus concrète sur tout le parcours qu'il fallait avoir sur l'année qui allait suivre pour pouvoir participer à la Transat Café L'Or. Donc voilà, on a regardé tout ça en détail. Il fallait que je fasse, par exemple, un stage de survie de 3 jours à Lorient. Stage ISAF, ouais. Ouais, exactement. Il fallait que je passe mon examen de radiotéléphoniste. C'est Euh, vrai. il y avait aussi, avant de partir en mer, faire la qualification de 1000 milles nautiques, de la pratique sur l'IMOCA pour apprendre comment ça fonctionnait. Enfin bref, on a regardé mon calendrier annuel, on a regardé le sien, on a croisé et on a choisi plusieurs créneaux dans l'année pour se rencontrer, pour le coup, à Lorient. Et c'est vrai que je suis allé y passer plusieurs semaines pour ces différentes étapes. J'ai aussi, bon voilà, j'ai un côté aussi, comment dire, enfin j'apprends tout seul, un peu autodidacte, c'est le mot que je cherchais, hyper autodidacte, ça a toujours été un peu comme ça dans ma vie, donc c'est vrai que j'ai commencé à acheter tout un tas de livres pédagogiques, dont cette fameuse Bible des Glénans là, que je vois encore dans ma bibliothèque, alors que j'ai pas réussi à lire au complet parce que c'est quand même très très lourd comme livre, mais je l'ai lu, j'ai quand même lu une bonne partie, donc c'est sûr que sur la partie théorique, j'aime apprendre et j'ai pu m'instruire grâce à cette littérature. Et après, en termes de pratique, je suis allé faire mon stage de survie, j'ai passé mon examen que j'ai eu de radiotéléphoniste. Et effectivement, avec Conrad, je suis allé à Lorient, j'ai dormi chez lui, il m'a accueilli. Et on a commencé alors, c'était peut-être un peu pour les images aussi, pour s'amuser avec cette caravelle, pour comprendre vraiment les bases de la voile que j'avais un petit peu dans le fond parce que je pratique le kitesurf et la planche à voile depuis tout petit. Donc, j'ai quand même quelques bases de notions de vent, de remontée au vent, de position de voile, etc. Et c'est vrai que très vite, on a été ensuite sur son IMOCA, sur des sorties à la journée pour vraiment comprendre le fonctionnement du bateau et toutes les particularités aussi avec ce piano, tous ces bouts qui arrivent là-dedans. Et toutes les appendices du bateau pour comprendre comment tout est lié. Et c'est vrai que j'aime apprendre. J'aime apprendre, je questionne énormément et bon, j'ai eu une courbe de progression assez verticale. Mais c'est comme ça que ça s'est fait jusqu'à ce que je retourne donc à l'issue d'une course. Tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure. Après une course, c'est le moment où en général je me repose un petit peu. Donc je suis allé courir une grande course qui s'appelle la Hard Rock 100 aux Bien sûr. États-Unis, dans le Colorado. Et les 15 jours qu'on suivi, je suis tout de suite allé à Lorient et c'est là qu'on a fait il me semble, une semaine de navigation à la journée. Puis ensuite, on est parti une semaine pour faire notre qualification des 1000 milles nautiques. Donc voilà, c'était pas de m'apprendre à gérer le bateau tout seul, mais plutôt d'être un bon assistant, on va dire, pour Conrad. Et alors, parlons un peu de la découverte de la machine, parce que tu fais un sport de pleine nature, il y a du matériel bien sûr, et qui a son importance dans le monde de l'ultra trail, mais c'est pas un sport à dimension technologique comme l'est la voile de compétition. Raconte-moi un peu la découverte de l'objet qui est un IMOCA assez sophistiqué, la colonne de winch qui a dû devenir ta meilleure amie assez rapidement, effectivement le piano, les entrailles du bateau, la découverte du sommet, tout ça, c'est des choses qui sont quand même très très particulières à notre univers, qui sont assez codées, que les suiveurs connaissent bien. Mais toi, t'arrives là-dedans et c'est un autre monde, quoi, au sens littéral du terme. Ouais, effectivement, c'est vrai que d'un point de vue extérieur, quand on est sur les quais et qu'on regarde un départ du Vendée Globe sur le chenal, on a du mal à imaginer la technologie qu'il peut y avoir sur ces bateaux. Alors, pas la technologie au sens électronique, mais la technologie plutôt au sens de toute l'intelligence qui a été amenée sur ces bateaux en termes de connexion et interconnexion de tous les éléments pour pousser en fait cette machine à ses extrêmes. Pour moi, enfin, ce que j'ai ressenti quand je suis monté là-dessus, c'est que tout était surdimensionné.
par rapport à la taille de la coque, en fait, que tout est en fait sur le fil du rasoir quand on fait les réglages au maximum. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment surprenant et intéressant. Ce que j'ai compris aussi, c'est l'interconnexion très fine des éléments. C'est-à-dire que tu disais tout à l'heure, quand on utilise une colonne, voilà, pour tirer sur un bout, ben, il va falloir ailleurs faire un autre réglage pour compenser celui qu'on vient de faire. Et puis tout ce qu'on ne voit pas de l'extérieur, cette quille pendulaire qui permet de contrebalancer, Les dérives. ces bastacs qui permettent voilà, de tenir le mât, les dérives, le mât qui pivote aussi sur lui-même pour donner plus de creux à la voile. Tout ça, on ne le voit pas de l'extérieur. On voit une grande voile, une voile d'avant, une coque, et on ne voit pas tout ce niveau de détail. Donc, c'est vrai que c'est passionnant. Maintenant, ce qui m'a surpris aussi, c'est le niveau de peu de confort qu'est sur ce type de bateau. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait quand même un petit peu de mousse, de mou, d'endroits pour se poser, pour être bien. En fait, non, tout est angulaire, tout est dur, tout est bruyant. Enfin, c'est vraiment pas fait pour faire une croisière confortable, quoi. On voit que ces bateaux sont réduits à leur strict minimum au point que il y a pas de toilette, il y a pas de douche, et puis la cuisine, c'est un vulgaire réchaud, comme les réchauds que j'utilise dans mes randonnées, mes aventures trail, quoi. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait quand même une cuisine un petit peu plus sophistiquée, mais pas du tout. Et c'est là que c'est intéressant aussi, moi qui aime la performance, l'ultra-performance, de voir aussi qu'on trouve des similarités dans d'autres sports où ils sont capables de pousser le curseur, enfin les curseurs à leur maximum. Est-ce que tu as été justement désorienté par cet univers qui était vraiment très très différent, qui quand on ne connaît pas, je pense que Conrad il a dû dire reprendre du Cunningham de grand voile, c'est le petit bout de vert entre le bleu et le jaune. Tu t'es pas dit mais je vais jamais y arriver, c'est Ouais, trop j'étais complexe. j'étais complètement paumé la première fois que j'ai vu son piano. Je sais plus combien de bouts qui arrivent là-dedans, une cinquantaine, peut-être plus. Et puis c'est vrai que lui, il les connaît par cœur. Et quand il me disait voilà, des termes comme tu viens de dire, j'avais absolument aucune idée sur quel bout il fallait manœuvrer. Donc voilà, on s'est adapté aussi à mes connaissances du domaine, et on a commencé par exemple à coller des petites gommettes de couleurs partout sur ce piano, des gommettes aussi avec des petites lettres dessus pour que je comprenne où ça allait. Et c'est comme ça que j'ai appris, en fait, comme un enfant qui apprend, comme un bébé qui apprend à jouer au piano. Tu mets des petites gommettes sur les touches du piano. Ben, c'était un petit peu comme ça que j'ai appris, en fait. Parce que quand il est à l'avant en train de faire une manœuvre sur une amure, ben, qui me demande de faire quelque chose au piano, et il n'a pas à faire l'aller-retour. Donc, j'avais aussi à pouvoir gérer ça à distance. Quand on est un débutant, un néophyte complet sur un bateau comme celui-là, il y a un enjeu de sécurité qui est très très clair, à la fois de pas tomber à la mer, ça c'est la base, mais aussi de pas se faire mal avec les winches, les bloqueurs, les angles, comme tu dis, tenir ça. Et ça, quand tu fais naviguer des gens qui connaissent vraiment pas ce monde-là, c'est un enjeu très très fort. Toi, tu l'as vite ressenti? Oui, très vite, j'ai eu extrêmement peur quand on fait un virement de bord ou un empannage, et qu'on voit la bombe partir d'un côté à l'autre, et qu'on voit la puissance. On sait qu'on peut se faire arracher la tête. Quand on voit euh, qu'on choque un petit peu une écoute, et on voit la puissance quand ça part dans le winch, on comprend que si la main elle part avec, ben, elle se fait arracher. Quand on voit qu'on tape une vague un peu fort de face et qu'on se fait projeter en avant, on comprend qu'on peut s'exploser. D'ailleurs, c'est ce qui m'est arrivé sur la Transat, où je me suis pété une côte. Et bref, en fait, il y avait plusieurs étapes dans notre processus qu'on avait mis en place avec Conrad, et il me l'a bien dit de manière explicite. Il m'a dit, la première étape, c'est de te sécuriser sur le bateau. C'est de vraiment comprendre qu'on n'avance pas sur un bateau comme on avance sur Terre. Il faut toujours utiliser ses mains aussi, à l'image d'un grimpeur, à l'image de l'escalade. Quand on va sur le pont, on met notre leash de sécurité. Quand on va aux toilettes, comment on s'y prend. Quand on se déplace, quand on cuisine avec l'eau bouillante. Enfin bref, il y avait vraiment d'abord cette notion de sécurité, de me sécuriser sur le bateau. Faire attention aussi quand on choque certains bouts pour pas se faire embarquer dans les winches. Deuxième étape, c'était le confort. La deuxième étape, c'était d'essayer un certain niveau, c'était de trouver un certain confort, parce que si on est en souffrance permanente, on s'épuise très vite et on finit par servir à rien sur un bateau. Donc, c'était vraiment de C'est comprendre survivre et ensuite vivre, quoi. exactement, de comprendre comment fonctionne le bateau, comment il se déplace, comment il secoue, où se positionner dans le bateau quand on fait l'éveil, comment se positionner pour essayer de trouver un certain confort dans un monde ultra confortable. La troisième étape, c'était finalement la manœuvre, les manœuvres de base.
pour aider Conrad, voilà, sur la colonne, sur les winches, sur les manœuvres de sortie-entrée de voile de la cale, sur voilà, les drissés, les affalés, enfin, toutes ces manœuvres de base. Et la dernière étape, et là, je dois avouer que la dernière étape, on l'a finalement travaillé pendant la Transat Café L'Or parce qu'on n'a pas trop eu le temps de le faire avant, c'est la performance. C'est quand Conrad est en phase de sieste, qu'est-ce que je dois faire au niveau de la voile d'avant et de la grand voile pour essayer de faire ce micro-réglage qui fait que le bateau va aller à 1 ou 2 nœuds plus vite que si on fait rien. Voilà, donc ça, c'est les 4 étapes qu'on a travaillées et qui m'ont permis de progresser sur cette IMOCA. Quand tu te retrouves au départ de la Transat Café L'Or, alors d'abord, il y a cette phase-là qui est peut-être d'ailleurs un petit peu nouvelle par rapport au sport que tu pratiques, mais il y a toute cette phase de village, d'attente au départ de la course, les obligations de relations publiques, les obligations légales, les séquences où tu apprends à gérer un hélitreuillage, tous ces trucs-là qui sont rituels dans les départs de Transat. Je sais pas combien de temps dure l'avant-course à l'UTMB, par exemple. L'avant-course alors la Barclay est quand même un ovni dans ce monde-là, mais comment tu as vécu déjà cette période d'avant-course? Personnellement, je l'ai trouvé très difficile pour plusieurs aspects. Donc déjà, tu viens de le dire, la charge que peuvent avoir les marins en amont de la course, je l'ai trouvée assez importante. On sait qu'on part pour 1 semaine pour les plus rapides, 15 jours, 3 semaines pour les plus lents. Et c'est sûr que cette charge va gruger du sommeil, va gruger de la charge mentale. Et ça, on l'a bien compris dans les sports d'ultra-endurance comme l'ultra-trail, et où on va se préserver la semaine pré-course. Là, j'ai même senti une certaine pression. J'avais jamais capté ça, mais qu'il y avait aussi, alors je sais pas comment le terme exact, mais des sortes de pénalités financières pour les écuries, oui, pour les équipes, si on participait pas à voilà à des Au briefing, obligations, etc. voilà. Donc ce qui fait qu'on est à peu près obligé d'aller sur le village quasiment tous les jours, si ce n'est pas plusieurs fois par jour. Et je trouve que les marins avec ça partent un petit peu fatigués. Donc je comprends aussi que les enjeux financiers sont énormes dans ce monde-là, et que aussi les courses et les partenaires veulent s'y retrouver dans la visibilité que peut apporter la semaine pré-course. Mais moi, personnellement, je trouvais que c'était un petit peu un petit peu trop par rapport à ce que j'ai l'habitude de voir et de ressentir dans d'autres sports. Je parle de l'ultra-trail, mais j'ai vu aussi de ce qui se fait dans le monde du cyclisme, par exemple. En pré-Tour de France, les cyclistes ne passent pas 1 semaine à faire des activations à droite à gauche. Ensuite, alors là, c'est une perception très personnelle. C'est vrai que ce monde de la voile fascine, passionne, les places sont chères, et c'est une perception que j'ai eue quand je suis arrivé sur place, qu'on a commencé à faire les premières présentations équipage. Quand je suis arrivé dans cette salle, j'ai salué un petit peu les marins, mais je sais pas, j'ai pas eu cette sensation d'un accueil ultra chaleureux. Alors peut-être que j'ai eu une forme de paranoïa en me disant tu rien à faire là, en fait, et puis c'est des experts, et puisqu'ils ils comprennent pas pourquoi tu es là, et c'est tout à fait légitime, hein, ou en même temps, c'était peut-être tout simplement une forme de stress pré-course pour eux comme pour moi, qui a fait que j'ai ressenti ça. Mais c'est vrai que mon syndrome de l'imposteur s'est révélé très, très fort sur les 2 premières journées de cette semaine, et j'avoue que j'étais pas à l'aise. Et finalement, je fuyais un petit peu le village. J'allais me réfugier dans le Airbnb qu'on avait loué avec Conrad, pour pas trop subir cette sensation que je pouvais avoir sur le village, qui était pas forcément agréable pour moi. Après voilà, hein, j'ai eu la chance de faire venir des amis, des familles aussi qui sont venus sur ce village, et qui ont été très fiers que je leur fasse visiter le bateau, un petit peu l'environnement, et que je leur parle aussi de tout ce que j'ai appris en termes d'un peu plus d'expertise, la différence entre les bateaux, les Ocean 50, les classes 40, les IMOCA, et puis les particularités de chacun des bateaux. Et c'est vrai que je me suis senti un peu moins imposteur quand je voyais que les termes que j'utilisais, la connaissance que j'avais acquise en 1 an, elle était pas, elle était quand même avancée par rapport Ouais. à ce que je connaissais quelques mois plus tôt. Donc voilà, ça m'a un petit peu rassuré les 2 jours qui ont précédé. Et enfin, la fin de la semaine, là où j'aurais dû un petit peu m'apaiser finalement, parce que le départ allait arriver et j'allais pouvoir m'affranchir de tout ce qui me stressait jusque-là.
quand j'ai appris le bulletin météorologique, j'avoue que ça a été le coup de trop, quoi, pour moi. Voilà. J'imagine bien. Et c'est intéressant ce que tu dis sur le fait que t'as pas senti un accueil chaleureux. Bon, je pense qu'il y a les circonstances de la course, évidemment, mais t'as eu des remarques? T'as des marins qui t'ont fait des remarques en disant Non, 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 absolument non, aucune remarque. C'est non. pour ça que je dis que c'est une pure perception physique, humaine, énergétique, par des regards, par des comportements, voilà, juste corporels, en fait, Mhm. l'expression corporelle plus que verbale. Donc, c'est pour ça que c'est peut-être une perception qui est totalement fausse au final, hein. Mhm. Ouais. Alors, comment se passe ta dernière nuit? Et compare-nous ta dernière nuit avant un départ dans la baston d'une Jacques Vabre, ce qui est assez classique, hein, et la dernière nuit avant un 100 miles. J'ai pour habitude de ne pas dormir les nuits qui précèdent mes Ah grandes oui, courses. Oui, jamais, jamais, mais je ferme pas du tout l'œil de la nuit. Et en d'accord. même temps, À cause du stress ou à cause ouais, de... à cause d'une forme de stress et d'excitation aussi, hein. C'est comme pour ces marins, hein. Sur une course, nous, c'est 3, 4, 5, 6 mois de préparation quotidienne. On dévoue notre vie à ça. Et c'est sûr que quand l'objectif arrive, il y a une forme de stress, d'excitation qui fait qu'on a du mal à dormir. Mais aujourd'hui, je l'ai un petit peu transformé, ce manque de sommeil, enfin, cette impossibilité de dormir, en un élément de perception très positif qui est: si tu dors, c'est que tu n'as pas choisi le bon objectif assez ambitieux pour toi. Et si tu ne dors pas, c'est que l'objectif est assez ambitieux et c'est pour ça que tu es là et c'est pour ça que tu es venu le chercher. Et cette peur est finalement un indicateur que l'objectif choisi est le bon. Et c'est la même chose que j'ai eu pour cette Transat Jacques Vabre. J'avais l'excitation et le stress de la course en elle-même, en plus de cette voilà, projection météo qui était pas facile. Quand tu t'es engagé pour cette course et quand tu t'es engagé sur ce projet, est-ce que tu as été un peu dépassé par les proportions que ça a pris? Parce que du coup, entre tiens, je ferais bien une transat et je m'aligne au départ de la transat Café L'Or sur un IMOCA en plein automne, peut-être un écart assez significatif entre le projet de départ, les fameuses bières Ouais. au Vendée Globe et la réalité. Et là, tu te dis, ah ouais, en fait, ça commence à être sérieux cette histoire. Oui, c'est vrai, et ça, c'est reproductible à toutes les aventures et à tous les projets un peu ambitieux qu'on peut se lancer. Quand on commence la réflexion, on pense toujours qu'à une visualisation ultra positive et ultra voilà, agréable du projet, qui est je m'imagine au milieu de l'Atlantique, dans les alizés, pieds nus, en train de manœuvrer un bateau qui fonce à 20 nœuds sur la mer. Et c'est que plus tard, quand on rentre dans le détail du projet, qu'on se rend compte aussi de toute la partie administratives et voilà, et les obligations qu'on peut avoir dans le cheminement, qui sont pas forcément agréables, mais qui sont obligatoires. Voilà, et ça, c'est commun à tous les sports finalement et à tous les projets, à toutes les aventures. Voilà, il y a une partie un peu moins plus, voilà, plus admin, un peu plus obligatoire, moins agréable, mais qui fait partie de tous les projets. Et j'ai pas envie de remettre ça en cause parce que ça permet aussi de partir avec toute la sécurité qu'il faut, en tout cas, qu'on a estimé pour faire la course dans les bonnes conditions, que l'équipage est prêt, que le bateau est prêt. Parce que bon, faire une transat, c'est pas la croisière s'amuse. Faire une transat en course sur un IMOCA, enfin voilà, je veux peut-être pas trop rentrer là-dedans, mais il y a eu des accidents graves, il y a eu des Mmh. décès, et il faut en être conscient. Donc voilà, quand on est aussi un amateur dans le milieu, on multiplie les chances de faire des erreurs, de se mettre à défaut, de prendre plus de risques parce qu'on ne se rend pas encore compte de tout. Et effectivement, tout ça, quand on en prend conscience, c'est pas ce à quoi on a pensé autour d'une bière quelques mois plus tôt. Emporté par son geste, comme on dit. Tout à fait. Et alors, du coup, dans cette phase de départ, il y a un moment où la pression se transforme quand même en excitation, où il y a quand même une angoisse, où c'est l'angoisse qui prend le dessus à cause de la météo, quoi, hein, mais évidemment. Mais... Ouais, je vais être très sincère avec toi. J'ai pas vraiment eu cette phase d'excitation comme je peux avoir dans les 5 minutes ou dans les 5 minutes qui précèdent le coup de pistolet sur une course de trail, dans les 5 minutes qui suivent. Je t'avoue que j'ai eu une angoisse qui a démarré la veille à l'annonce des conditions météo et qui ne s'est jamais arrêtée après. Comme je te disais, je suis quelqu'un qui ressent beaucoup l'humain, qui ressent beaucoup l'énergie, et j'ai senti chez Conrad, en fait, parce qu'on était très proches sur ces 2 dernières journées, beaucoup de stress aussi. Beaucoup de stress parce que 50 nœuds, enfin, ou 55 nœuds, je sais plus là, et dans la Manche avec les cargos, les pêcheurs, en quelque sorte en solitaire, hein, en solitaire assisté, parce que je peux pas, moi, le terme de co-skipper, je l'ai jamais assumé, hein. On était plutôt un équipage
en solitaire assisté. C'était plutôt ça le terme pour nous. Et je sentais que pour Conrad, cette structure, cette équipe de en solitaire assisté, dans le 50 nœuds de nuit dans la Manche, c'était pas facile pour lui aussi, malgré toute son expérience. Et ayant ressenti ça, j'avoue que je me souviens le jour où on est à quelques minutes de partir et mes parents sont là sur le quai, on est prêt à larguer les amarres et partir. Je me souviens regarder ma main tremblait de stress. Ça m'arrive jamais. Je n'arrivais plus à arrêter ce tremblement au niveau des mains, comme si j'avais Parkinson, quoi. Et ça montre bien que j'étais vraiment dans une angoisse plus que plus que dans mes habitudes pré-aventure ou Et alors, pré-course. tu vas être effectivement servi, hein. On va pas refaire toute la course, mais tu vas être effectivement servi avec un départ de transat qui est très dur, une escale que vous faites immédiatement. Puis vous repartez après l'escale. Donc il y a plusieurs avaries sur le bateau, hein, et notamment une avarie de pilote automatique. Ouais, Euh, la plus grosse avarie, c'est ça, c'est qu'à 10 minutes du départ, on lance le pilote automatique et puis il fonctionne pas, quoi. mm, Il fonctionne pas et comme Conrad n'avait jamais eu de problème avec son pilote automatique principal, le pilote secondaire n'avait pas été testé et il s'avère qu'il était cassé aussi, quoi. Donc c'est vrai que passer une nuit complète dans 50 nœuds à tenir une barre à deux sur un IMOCA, enfin je le, enfin, faut vraiment pas faire ça, quoi. Enfin, c'est affreux. Enfin, c'est même la force qu'il faut pour tenir une barre. Enfin, je mettais toute ma force dedans pour la tenir et puis c'était impossible à tenir. On était à deux dessus, donc c'est vrai que quand on est deux à essayer de manœuvrer un bateau au milieu de la nuit dans les gros creux avec les cargos, tout en essayant de faire les réglages de base, qui est de changer les voiles d'avant pour mettre la toute petite, faire les virements de bord propres, tout ça a fait que on a eu beaucoup plus d'avaries à cause de vraiment mm. de ce pilotage sans pilote automatique, quoi. Donc c'est vrai que à un moment donné, quand la tempête s'est arrêtée, j'ai regardé le bateau, j'ai dit mais là il est tellement explosé que en fait c'est le Black Pearl de Jack Sparrow, quoi. On va pas, enfin, on va couler ou, enfin, c'est pas possible qu'on traverse l'Atlantique comme ça. Donc, et c'est vrai que même quand on a décidé de faire l'escale technique, parce que de toute façon, on n'avait pas le temps, on n'avait pas le choix. Je me suis dit, mais dans l'état qu'est le bateau, on repartira jamais, quoi. Et puis, grâce à une équipe fantastique qui s'est dévouée, qui est venue et qui a charbonné comme des fous toute la nuit, on a réussi à repartir, mais bon, c'était pas gagné, hein. Et tu te poses la question, toi, à titre perso, de repartir, ou tu te dis, Ah, ben ouah, moi quand je mets le pied à terre là, à Roscoff au port d'escale, je me dis qu'on repartira pas pour deux raisons. D'abord parce que le bateau, enfin vraiment, il y a eu des gros dégâts. Voile déchirée, la latte de la grand voile qui a transpercé la grand voile, le radar arraché, le rail derrière qui coulisse là pour tenir la grand voile s'est arraché. Enfin, énormément de problèmes. Je me dis, de une, c'est impossible que l'équipe réussisse à réparer ça en moins de 24 heures, quoi. On va pas repartir 3 jours après. Et l'autre raison aussi, c'est que on a passé une nuit très difficile avec Conrad. On est explosés tous les deux. Moi, j'étais prêt à accepter le fait que Conrad dise, écoute, ça le fait pas en fait, c'est trop dangereux. Et puis cette situation de faire la course en solitaire assistée, en fait, ça a fonctionné quand on a fait la qualif ou dans nos préparations à Lorient, mais là en course, on voit que ça fonctionne pas. Donc j'étais prêt à ça, quoi, parce que c'était pas moi qui allais prendre la décision de repartir avec le peu de connaissances et d'expérience que j'avais dans ce milieu. Donc voilà, mais je suis allé me c'était mal coucher. le connaître. Ouais, c'était mal le connaître parce que Conrad, il a une détermination à toute épreuve et il est capable enfin, c'est un MacGyver, quoi. Il répare tout avec rien. Et c'est vrai que je suis allé me coucher sur un banc là du port et puis quelques heures plus tard, je me suis fait secouer le bras en me disant, Mathieu, on repart, quoi. Ils t'ont même pas payé une chambre d'hôtel, quoi. Non, mais en fait, parce qu'on savait pas à quel point on allait rester, combien de temps on allait rester sur place. Donc voilà, je crois que c'était peut-être 6 heures qu'on est resté en tout, fait que finalement, c'était pas si long. Et quand ils t'ont dit on repart, t'as dit OK, ou tu t'es dit, oh les gars, est-ce que c'est vraiment raisonnable? Ben, j'avoue que quand je me suis mis sur le banc, je me suis dit on partira pas. Je suis soulagé, mais en même temps hyper déçu parce que ça allait donner raison à beaucoup de détracteurs de ce projet, à juste titre, hein. Moi, je comprends et c'est légitime de critiquer ce projet, mais en même temps, moi, j'avais ce projet aussi un peu fou de faire cette transat. J'avais travaillé comme un malade toute l'année, et puis si on l'a fait, c'est qu'on n'était pas non plus des têtes brûlées, on est des gens sensés, et c'est parce que c'était possible de le faire. Voilà, moi je voulais quand même repartir pour montrer que c'était possible malgré tout.
Alors tu vas en prendre une deuxième derrière, hein. C'est pas fini. Alors ce que vous voyez pas, c'est que depuis qu'il parle de la course, il se tord les mains, il a les mains croisées, on entend les soupirs. T'es encore marqué quand même, hein. C'est Ouais, ouais, impressionnant, hein. ouais, c'est vrai que quand on repart, moi je suis pas au courant de cette deuxième tempête. Et en fait, on a récupéré du réseau sur nos téléphones parce qu'il faut savoir on a perdu le Starlink aussi, donc Ouais. on n'a plus de réseau, ouais, sur le bateau. Mais bon, voilà. Et puis là, je vois une nouvelle de la course qui dit les classes 40 sont rapatriées au port de je sais plus où en Espagne là ou au Portugal. Et puis là, je comprends pas trop et je demande à Conrad qu'est-ce qui se passe, tu comprends tout ça? Et puis il me dit, bah, en fait, c'est il y a une tempête qui se forme, enfin en tout cas une dépression là-haut là, au nord de l'Atlantique. Et puis ces bateaux-là, si on les envoie dans la tempête, bah, ça va être compliqué pour eux, quoi. Et je lui dis, mais du coup, nous, on fait quoi? Ben, il me dit, eh ben, nous, non, les IMOCA, ils sont un peu plus, comment il me dit ça? C'est un peu plus des 4x4 et puis on va passer dedans, quoi. Donc, je lui dis: «Mais on va passer dedans, mais par rapport à celle qu'on a eue dans la Manche, ça va être la même chose?» Il m'a dit: «Bah, ouais, ça va être, pareil, voire pire parce on était au milieu de l'Atlantique avec des vents, voilà, similaires, voire plus forts, quoi». Et là où c'était frustrant, c'est qu'on voyait sur ce petit écran où on suivait les bateaux, c'est qu'on voyait que toute la flotte des IMOCA, passait devant cette tempête, quoi. Devant cette tempête, donc on se disait: «Tin, mais en plus d'avoir pris cher la première nuit, la météo, et puis le destin nous en remet une deuxième alors que c'est eux qui sont bien, qui a pas de souci, qui devraient s'en prendre une deuxième et pas nous, quoi, le destin est pas cool avec nous, quoi». Et puis c'est vrai que quand on est dans le golfe de Gascogne, il y a une petite accalmie, il y a des dauphins qui arrivent et je me dis: «Waouh, bah, là, profite de ces instants, respire bien parce qu'on va s'en reprendre une deuxième et ça va pas être agréable, quoi». Et alors, c'est là que nous on découvre tes récits, hein, essentiellement sur ton compte Instagram, et des récits qui sont très forts parce qu'ils sont sans filtre. Et là, moi, c'est là que je me dis ce que je t'ai dit en intro, hein, et ça me frappe beaucoup, c'est que je me dis, mais quand même, Mathieu Blanchard, c'est pas, avec tout le respect que j'ai pour François Damiens, par exemple, c'est pas François Damiens, c'est pas un acteur, c'est Mm. un athlète de très très haut niveau. Il gagne des courses, il se connaît par cœur, c'est un athlète préparé et tout. Et donc, si lui, il est dans le dur à ce point-là, je pense que nous, les suiveurs de la voile habituels, on a probablement oublié effectivement à quel point c'était dur. Et alors, pour le coup, des garçons comme Conrad Coleman qui gardent le sourire, qui sont capables de traverser ces tempêtes sans coup férir, ils sous-vendent un peu l'exploit. Et j'ai trouvé que le contraste et la sincérité, et voire même la transparence dont tu as fait preuve à ce moment-là, elles étaient assez touchantes. Et surtout, elles étaient pleines d'enseignements pour nous qui suivons. On voit que tu es un garçon assez sincère et assez authentique. Tu t'es jamais posé la question de dire peut-être que c'est pas la peine que je raconte à quel point je suis mal, parce que alors je sais pas si je te suis depuis un petit bout de temps, mais sur les courses, évidemment que pour le coup, pendant les courses, tu produis moins de contenu. Tu as des équipes qui produisent du contenu pour toi, mais tu ne te filmes pas forcément beaucoup comme tu as pu le faire sur le bateau. Qu'est-ce qui t'a amené à être aussi transparent et à le raconter sans embâche comme ça? Mais tout ce que tu dis, en fait, c'est à peu près ce qui s'est passé, sur le bateau. Donc j'étais dans cette seconde tempête et c'est vrai que, bah, j'avais pas dormi depuis 3 jours, hein, avec cette tempête dans la Manche, cet arrêt, rapide et puis toutes ces manœuvres qu'on devait faire avec Conrad. Et c'est vrai que là, l'accumulation, de fatigue, et d'inconfort commençait, à taper, très, très fort, sur mon système, physique et mental. Et à un moment donné, bon, bah, c'était la nuit, Conrad faisait une petite sieste et j'ai eu cette réflexion de me dire: Mais pourquoi j'étais pas enfin, j'avais jamais été mis au courant, d'un tel inconfort, d'une telle souffrance qu'on peut avoir, sur un IMOCA, en pleine course? Et ce que j'ai compris, c'est que, en fait, c'est ce que j'aime bien dire, c'est un référentiel de confort. C'est un référentiel de confort. Moi, aujourd'hui, je m'entraîne, tous les jours en course à pied, ce qui fait que là, demain, si je pars courir, 50 ou 60 kilomètres dans la montagne, je vais être très confortable là-dedans et je vais pas forcément, réussir à ramener, des histoires, des émotions que j'ai pu ressentir, sur ma sortie. Et c'est là que je me suis dit: «En fait, il faut que j'essaie de poser des mots sur ce que je ressens pour, faire découvrir au grand public ce que, les grands navigateurs ne réussissent pas à, à faire ressentir, à partager parce que pour eux, c'est C'est une normal. sorte c'est pas normal, c'est quand même Enfin, c'est en dur tout cas, pour eux, mais en le tout cas, ils ont référentiel de ouais, confort, le il est référentiel de différent. confort est vraiment différent. Donc j'ai voulu en fait me mettre à la place de monsieur et madame tout le monde qui se retrouveraient, sur le bateau comme moi et j'ai essayé de poser des mots sur ce que je vivais et sur ce que je ressentais, des mots pour expliquer, ce qu'est
ce sport-là parce que moi, très sincèrement, ça fait aller les 2-3 derniers Vendée Globe, je les ai suivis. À aucun moment, enfin, j'ai quand même vu quelques récits difficiles, mais j'avais jamais ressenti une telle souffrance dans les récits que je pouvais lire ou ce qui était partagé par les médias ou sur les réseaux par rapport à ce que j'étais en train de ressentir à ce moment-là dans cette tempête. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai voulu le faire aussi pour retranscrire tout ça. Et ce que j'ai compris aussi, c'est que quand on est dans une tempête, donc les mots, bah, évidemment, ils sont venus après, hein, parce on est en pleine manœuvre. Mais ce que j'ai compris aussi, c'est que dans une tempête, prendre une caméra type POV, là, type GoPro ou quoi, et se filmer en pleine tempête, c'est quasiment impossible. C'est quasiment impossible. Le bateau, il demande tellement à ce moment-là, en termes de manœuvre, que tu peux pas en fait prendre une caméra et te prendre comme ça en mode selfie. Alors, regardez ce qui est en train de se passer, les grosses vagues et tout. C'est un exercice extrêmement difficile et c'est pour ça que ce côté-là de la course, je l'avais pas tellement bien compris en amont, pas tellement bien ressenti. J'avais besoin, voilà, d'essayer avec mes mots de le retranscrire pour montrer à quel point ces navigateurs et ces navigatrices sont en fait des énormes guerriers de la mer, quoi. Ils partent au combat et c'est un combat sur le bateau et il y a rien de confortable là-dedans. Tu dors pas. Au niveau hygiène, c'est au minimum. Ça tabasse fort les vagues, ça tape, c'est bruyant. Et quand tu es dans une tempête où il y a 50 nœuds de vent et des gros creux, il y a même un moment donné où je me suis dit: «On n'a rien à foutre là, en fait. On n'a rien à foutre sur un petit on est minuscule, quoi. On est lilliputien là sur un bateau qui se fait malmener» et je crois que enfin, j'avais l'impression qu'un humain est pas fait pour être à ce moment-là ou dans ces conditions-là, quoi. Enfin, c'était trop violent et c'est pour ça que j'ai voulu, voilà, j'ai commencé à faire un petit journal de bord et ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, c'est vrai que dans les réseaux sociaux, comme on a du haut débit là avec la 5G et tout, bah, c'est facile d'envoyer, des vidéos haute qualité, plein de contenu et là, le fait de ne plus avoir justement ce Starlink, on n'avait plus que ce système de communication par satellite, Iridium qui est très, très limité en termes de flux. Bah, quand j'envoyais, un petit texte, à ma compagne Alix ainsi qu'une photo, ça pouvait prendre, 10-12 heures donc quoi. Donc fallait vraiment que je me concentre sur, la qualité plus que sur la quantité. Donc j'essaie de trouver, une image que j'avais pris avec mon téléphone, au minimum de la qualité qui illustrait, les propos que je pouvais tenir dans mes textes et aussi mes textes, je les relisais, 10 fois parce que voilà, le poids des mots et je voulais vraiment, exprimer ce que j'étais en train de ressentir et faire découvrir le vrai envers du décor de ce qu'est la course au large, en fait. Et tu partageais ça avec Conrad parce que du coup, en face de toi, tu avais un gars pour qui c'était peut-être pas la routine parce qu'une une tempête en Atlantique au départ de la Jacques Vabre, ça secoue quand même quand on a l'habitude. Mais du coup, lui, il avait quelle position par rapport à ça? Il te disait, bon, Mathieu, écoute, oui, ça secoue un peu, mais n'en faisons pas trop non plus. Ou il te disait, oui, non, cette fois, c'est sérieux. Alors Conrad, je lui faisais pas relire, tous mes textes qui étaient un petit peu Non, mais sans lui faire relire, un plutôt journal en intime partage et c'est vrai d'émotions. que Ouais. on partageait après ce que Conrad aussi, a ressenti chez moi, c'est, je pense un petit peu comme lui, c'est ce côté, dur au mal et ce côté où, on peut énormément souffrir, physiquement, sur le point du manque de sommeil, mais, on a un mental, qui nous permet, d'en prendre, beaucoup. Donc ça, Conrad, l'avait très bien cerné et déjà depuis quelques mois avec les rencontres qu'on avait pu faire et le temps qu'on avait passé ensemble parce que on a fait de la voile, mais on a aussi un petit peu, fait de l'endurance ensemble, sur terre et je pense que Conrad l'avait bien compris donc c'est vrai que quand je lui exprimais, mes souffrances et que je lui décrivais, le niveau de difficulté qui était son sport et sa pratique, il me disait: «Beh, ouais, bienvenue dans ce monde-là». Mais il s'inquiétait pas plus que ça, pour moi parce qu'il savait que je pouvais en prendre, quoi. Voilà, donc il il était quand même, bien sûr, dans cet encadrement, de sécurité. Quand il me voyait être un peu borderline sur certaines manœuvres ou certaines pratiques sur le bateau, il me rappelait à l'ordre toujours me mettre quand même un petit cocon de sécurité. Mais il me laissait quand même, très, très libre et très autodidacte dans mes prises d'initiative, sur le bateau. Et toi, il y a un moment où tu as douté, où tu t'es dit, non, mais il faut que ça s'arrête, il faut qu'il débarque aux Açores, il faut que je vais pas y arriver. T'as Bah, douté au point de t'interroger là-dessus? ouais, j'avoue que j'y ai pensé sur cette deuxième tempête et alors ça, c'est une théorie, médicale que j'ai. Je sais pas si elle est vérifiable, mais ce qui s'est passé, c'est que quand je suis parti, dans la première tempête, dans la Manche, j'avais pris un traitement médical, avec, des, stugérants là, des médicaments qui permettent de pas avoir le mal de mer, qui ont très, très bien fonctionné.
Je dois avouer que la première nuit était très dure, mais j'ai pas du tout eu le mal de mer. Et en fait, je sais pas si c'est le fait que je m'étais dit, «C'est bon, je me suis amariné, j'en ai plus besoin» ou quoi. Quand on est retourné à terre à Roscoff et que je suis reparti, il y en avait plus. Et là, dans la deuxième tempête, en fait, je me suis rendu compte que non, j'étais pas amariné, que j'aurais peut-être dû, avoir, une deuxième salve de traitement médicamenteux. Je l'ai pas fait. Et là, voilà, j'ai eu à nouveau, ce mal de mer comme j'avais eu avec, Fabrice, l'année précédente. Et là, le truc, c'est que comme on était en course et que je sentais que Conrad, il ne pouvait pas manœuvrer le bateau tout seul, mais c'était affreux d'avoir le mal de mer, c'est-à-dire de ne plus avoir de force pour se tenir debout, ni de la force dans ses bras, et de devoir en même temps faire des manœuvres parce que c'était la survie. Si je le faisais pas, le bateau, il se retournait et il coulait, c'était fini. Donc là, ça a été vraiment une période très difficile pour moi, au point de me dire, bah, si ça continue comme ça, en fait, je vais mourir. Je connais mes limites mentales et il va falloir Ah, et à ce point-là. m'arrêter aux Açores ou aux Canaries. Voilà, maintenant, après, c'est vrai que les prévisions météo sont allées dans une direction qui fait que Conrad m'a dit qu'on s'en prendrait plus des tempêtes et que tout devrait s'apaiser. D'ailleurs, après, ça a été tout l'inverse avec les pétoles qu'on a pris. Mais c'est vrai que si il y avait eu une troisième tempête annoncée ou que cette tempête avait duré plus de 2 jours, je pense que j'aurais arrêté. C'était plus tenable. Et tu crois que Conrad aura accepté? Ben, je sais pas, la situation n'est pas arrivée. Peut-être qu'il m'aurait botté les fesses, il aurait adopté un discours motivationnel de militaire qui fait qu'il m'aurait pas laissé poser pied à terre. Parce que c'est vrai que quand il est engagé, bah, un peu comme moi, hein, il veut aller au bout de ses projets. Et ouais, non, je pense que la réponse, c'est qu'il m'aurait pas laissé aller à terre. Il m'aurait dit, je t'attache au fond de la cale et on va aller en Martinique quand même. T'as déjà été poussé dans tes retranchements à ce point-là sur d'autres épreuves sportives? Oui, bon, alors sur les ultra trail, jamais autant parce qu'on reste en général entre 20 et 30 heures, voilà, dans l'effort. Donc on sait que c'est douloureux, mais la fin de la douleur, on est capable de se projeter qu'elle va arriver finalement pas si loin en termes de, voilà, de durée. Maintenant, c'est sûr que sur cette épreuve-là, au Yukon canadien, 650 kilomètres. Alors, ça a duré moins longtemps, ça a duré 7-8 jours, mais c'est vrai que je me suis poussé très, très loin. Et bon, alors, j'arrive pas à comparer, mais c'est vrai que dans les niveaux de peur et de souffrance que j'ai pu ressentir, les 2 étaient assez extrêmes. Voilà, c'est vrai qu'au Yukon, ce qui était vraiment épeurant et ce qui était extrêmement difficile à gérer, c'était l'extrême froid. Et quand je parle d'extrême froid, c'est tout ce qui se situe en dessous de moins de 30 degrés, voire en dessous de moins Ouais. 40. Voilà, et ça, c'est quelque chose que les gens ne peuvent pas comprendre parce que le froid, on le met dans une même catégorie. Quand il fait froid, point. Mais non, en fait, le froid, entre -10, -20 et -40, c'est pas du tout le même monde. Au même titre que aller faire un peu de planche à voile ou aller faire un petit peu de voile sur le bord des côtes versus aller faire de l'IMOCA au milieu de l'Atlantique sur une course. Et voilà, donc ça, c'est des univers qu'on ne peut découvrir que par l'expérience, que par la pratique. Et je pense que les récits ne se suffisent pas pour décrire les niveaux de souffrance, d'inconfort et de détresse émotionnelle qu'on peut ressentir sur ce type d'aventure, en fait. À partir de quel moment, une fois que cette deuxième tempête est passée, t'as un rythme qui est un peu plus normal, puis bon, comme toute transat qui va vers les Antilles, il fait très vite, il commence à faire meilleur, très vite on sort le short, et puis normalement c'est les alizés et ça glisse, quoi. Cette détresse émotionnelle, elle s'en va très rapidement après la deuxième tempête. Et dans quel état d'esprit t'es là? Du coup, il y a, j'imagine, un peu plus de sérénité, mais est-ce que tu te mets en mode course, tu te mets en mode découverte, tu te mets en mode j'absorbe tout ce que je peux absorber en termes d'apprentissage? C'est quoi la séquence? Comment se déroule la séquence suivante? C'est vrai que juste après cette deuxième tempête, on prend l'autre extrême qui est une belle pétole, donc pas un pet de vent, la mer lisse. Moi, enfin, je dois avouer que moi, je suis un petit peu content de cette situation. Je vois que Conrad râle énormément parce que quand il voit sur le tableau d'affichage un ou deux nœuds, ça le rend fou. Et puis tu as la grande voix qui claque derrière. Il n'y a rien de plus insupportable apparemment pour un navigateur. Mais moi, ça me permet d'enfin enlever mon intégrale qui pue le vomi parce que ça s'imprègne et c'est affreux cette odeur et je peux pas l'enlever ma combinaison intégrale parce que ça me protège des éléments dans la tempête et j'avais hâte de l'enlever, de prendre une petite douche
voilà, il y a ce petit oiseau qui nous revient, qui nous rejoint, qui se pose sur le bateau, qui reste là 2 jours avec nous, avec qui je fais copain-copain et qui me fait beaucoup de bien. Ça devient une petite mascotte. Il y a plein de petits éléments comme ça qui me font beaucoup de bien. Je monte en haut du mât avec aucune vue à 360 degrés en étant au milieu de la mer et je me dis, waouh, c'est quand même fou sur un coucher de soleil ce que je suis en train de vivre. On fait de la réparation mécanique. Il m'apprend plein de trucs, Conrad, à faire de la fibre. Bon, on a le vérin de la quille qui pète, donc on a de l'huile de partout dans le bateau. On fait du patinage artistique au milieu du bateau. Il faut réparer ce vérin. On fait un genre de chèvre pour porter le moteur, le réparer. Enfin, c'est super intéressant tout ce qu'on peut apprendre sur le bateau d'un point de vue mécanique, médical, d'un point de vue électrique. Enfin, on est un homme à tout faire en fait sur un bateau et en très peu de temps, je trouve qu'on est hyper valorisé sur nos capacités à réaliser des tâches qui vont résoudre des problèmes. En fait, en tout cas, je ne sais pas si ça se passe pareil sur les autres IMOCA, mais c'est en permanence des petits problèmes qui arrivent et dont il faut trouver des solutions plutôt que de dire je suis foutu et il va falloir rentrer au port et abandonner. Non, il y a toujours apparemment, enfin quasi toujours une solution. Et ça, les 3 jours qu'on suivait la tempête, c'est sûr qu'on a eu quelques casses dans cette deuxième tempête. Ça a été une deuxième phase un peu de calme au niveau de la météo, mais aussi d'apprentissage sur d'autres éléments qu'il y a à faire sur le bateau. Prendre soin de soi aussi. Je parlais d'une douche, mais c'est important aussi pour son hygiène, de traiter les petits bobos et tout ça. Tout ça, j'apprécie énormément. Maintenant, ça dure un peu et à nouveau, quand on regarde sur l'écran les autres bateaux, on voit que ils sont dans des vents qui les poussent et nous, on est complètement à l'arrêt. Et j'avoue que je pense que ça a duré 2 3 jours. À la fin, ça commençait à être très long. On en avait un petit peu marre et bon, sincèrement, j'étais à 2 doigts de sortir des rames pour faire avancer le bateau parce qu'il y a rien de plus chiant que rester coincé et pas avancer, quoi. Il y a un moment, tu te mets dans une mécanique de performance. Oui, tout à fait, en ayant un vent plus raisonnable, j'ai envie de dire, et une mer moins formée, c'est sûr que là, on peut mettre le focus non plus sur cette survie, sur cette recherche de confort, mais plutôt sur qu'est-ce que je peux faire concrètement au niveau des voiles, au niveau des réglages des dérives, de la quille, pour que malgré le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de vent, avancer le plus possible. Parce qu'on se rend compte que le moins de petits réglages qu'on fait, on va gagner un demi-nœud, un nœud, et un nœud de vitesse de prix, voilà, c'est du temps de prix sur notre avancée vers la Martinique. Parce que c'est vrai que quand on est dans une pétole en avril et qu'on est torse nu, pieds nus là, près des Canaries, on a vite fait de se dire: «Mais attends, mais je suis dans une course ou je suis dans une croisière au soleil en train de faire bronzette, quoi?» Et c'est vrai que là, avec Conrad, on est tous les 2 des compétiteurs. On s'est dit: «Bon, on va pas se laisser abattre par la situation, on va faire tout ce qui est possible dans nos moyens actuels au niveau réglage du bateau performance pour essayer de le faire avancer le plus possible malgré le fait qu'il y a pas de vent». Donc effectivement, on n'est pas resté couché sur le pont à faire bronzette, mais à essayer de faire ces petits réglages pour faire avancer le bateau malgré le manque de vent. Il y a un moment où tu t'es senti devenir marin. C'est-à-dire où tu t'es vraiment adapté à ton environnement, que ce soit celui de la mer, celui du bateau. Conrad, est-ce que tu t'es senti, c'est assez classique au bout d'un certain temps de commencer à faire corps avec tout cet environnement et à devenir marin. Écoute, je sais pas ce que tu as derrière la tête quand tu dis le mot marin. Quelle est la définition du mot de marin? Parce que clairement, si c'est être autonome et manœuvrer le bateau tout seul, non. Par contre, Ah, c'est c'est sûr. être à l'aise dans cet Ouais, voilà, univers-là, quoi. voilà. Si Mhm. c'est ça, oui. C'est vrai que quand on n'a plus le mal de mer, qu'on est capable de se déplacer facilement sur le bateau, c'est-à-dire de l'avant jusqu'à l'arrière, sans se cogner partout, parce qu'on croit que c'est facile, mais franchement, se déplacer sans se cogner, il faut quand même quelque temps aussi. Prendre du plaisir aussi, ne plus enfin, en fait, s'affranchir de l'inconfort et prendre du plaisir en regardant une ligne d'horizon, des nuages qui se forment ou enfin, là où je me suis senti vraiment marin, je vais te le dire, c'est la nuit, quand je faisais mes quarts, en fait, c'est que Conrad bossait tellement sur le bateau quand il était éveillé que je lui disais la nuit: «Écoute, dors un peu plus, le vent est établi, passe 2-3 heures là plutôt qu'une sieste de 20 minutes, 30 minutes et moi, je gère derrière, t'inquiète, la prévision, le vent est établi». Et c'est vrai que quand j'étais à l'arrière là à observer ce ciel étoilé qui est absolument merveilleux, je pense que je n'ai jamais vu autant puissant ailleurs qu'au milieu de l'océan et que je faisais mes petits réglages bordé choqué, grand voile, voile d'avant, avec la colonne, avec les winches de manière autonome et que je voyais que je grappillais des nœuds et que je voyais dans le sillage parfois ces petites aussi
bioluminescence, Ouais. et que c'est en fait, Conrad il dormait, c'est moi qui manœuvrais mon bateau en étant confortable, en prenant du plaisir et en ayant des pensées un peu spirituelles et philosophiques au milieu de l'océan. Je me suis senti marin à ce moment-là, c'est clair. Voilà, c'était à ça que je faisais allusion, Oui. précisément. La nuit reste en particulier, enfin même pour les marins aguerris, mais donc du coup en particulier pour les néophytes, la nuit en mer reste un univers très particulier et assez magique. Euh, Toi qui cours en pleine nature et beaucoup à la montagne, mais pas que à la montagne, hein, qu'est-ce que t'as découvert le grand large, cette zone assez particulière, hein, qui est une zone sauvage, où il y a des couleurs particulières et où il y a des paysages particuliers. T'as découvert ça? Qu'est-ce que t'as ressenti en découvrant ce qu'on appelle le grand large, quoi? Hem, donc déjà de passer plusieurs jours avec un horizon à 360°, c'est pas habituel, et là, ce que j'ai ressenti, c'est, de se réapproprier le temps. Alors, je connaissais déjà ça parce que je fais de l'ultra-endurance dans mon sport. Alors c'est sûr que je fais pas des épreuves qui durent, 15 jours, 3 semaines, mais j'ai déjà ressenti ça, où de par, des perspectives mentales et une manière de s'évader, on peut, heu, contracter ou étirer le temps. Et ça, je l'avais compris depuis longtemps sur mes expériences, où parfois, dans les moments difficiles, voilà, faut un petit peu essayer de se mettre dans une position où il faut transformer, 10 heures de course en 1 heure, et c'est vrai que cette sensation peut arriver. Moi, ça m'arrive parfois que d'un ravitaillement à l'autre, il peut se passer 5, 6, 7, 8 heures, et quand j'arrive au ravitaillement suivant, peut-être j'ai la perception que ça fait qu'1 heure. Et c'est vrai que, quand j'ai commencé à ressentir le temps long sur l'océan, et c'est vrai que ça peut être très long, hein, quand il y a un peu de nuages, qu'il y a que l'horizon, on peut très vite, s'ennuyer. C'est là aussi que j'ai compris qu'il fallait que, j'apprenne, que j'applique ce que j'avais appris, dans l'ultra trail, c'est-à-dire de trouver une manière, de me réapproprier le temps et de me dire qu'1 heure, c'est plus 1 heure dans la perception. 1 heure, c'est plus 1 heure comme on est en train d'enregistrer un podcast. 1 heure, il y a des manières, cérébrales de, le transformer en 1 minute. Voilà, et ça, c'est super intéressant parce qu'il y a aucun moment, dans nos vies, où on est, hyper sollicité de par, l'organisation de notre société, où on peut se retrouver, 24, 48 heures d'affilée, seul avec soi-même, quoi. Seul avec soi-même, avec des pensées, introspectives, des pensées, philosophiques, des pensées aussi, très banales aussi sur des sujets, du quotidien. Et moi, j'ai beaucoup apprécié, ce temps, et je pense que je l'avais même extériorisé dans mes textes, en disant que, le temps, c'était finalement quelque chose de précieux. Qu'on nous avait un petit peu, volé le temps dans nos sociétés de par, la structure du travail, la structure des sollicitations qu'on peut avoir sur les réseaux, sur, voilà, les médias, et toute notre course, au temps, et finalement avoir du temps qui dure longtemps, gratuit comme ça, c'est hyper précieux. C'est hyper précieux, et je dois avouer que j'ai beaucoup aimé, et j'ai apprécié ce moment-là, et j'ai transformé cet ennui en me disant: «Waouh, mais c'est une opportunité, et en fait, ça va durer peut-être qu'1 semaine encore, mais profites-en, parce que quand tu vas remettre le pied à terre, le vacarme et le bouillon, va revenir, et tu auras plus cette chance de pouvoir, créer ce que tu es en train», parce que je suis très créatif quand je suis tout seul avec moi-même, sur des futurs potentiels projets, de résoudre peut-être les problèmes de vie que j'ai aujourd'hui, de penser aussi, aux personnes que j'aime et pourquoi je les aime vraiment, et tout ça a fait que j'ai finalement beaucoup apprécié, ce temps qui était un énorme ennui au début, et qui finalement était, très précieux, dans ma vie, actuelle. Ouais, c'est l'une des grandes caractéristiques de ce sport, c'est qu'il est parfois, il réclame d'être contemplatif parfois, et ça, c'est toujours très très surprenant, Ouais, quoi. c'est vrai que quand on voit C'était sans quelqu'un doute accentué c'était sans doute accentué aussi par le fait que tu avais pas de connexion, quoi. Ouais, tout à fait. Mais je pense que ça a été une chance de ne pas avoir le Starlink, et à Mmh. refaire une expérience comme ça, enfin, ou en tout cas, si un jour je suis sur un bateau, ouais, peut-être que j'aurai le Starlink pour la sécurité ou quoi, mais je pense que c'est intéressant aussi de volontairement, le couper. Et c'est vrai que, enfin, je pense que c'est arrivé à tout le monde, quand on voyage, parfois, dans des pays, alors ça arrive plus souvent dans les pays, du sud que du nord. Dans le pays du nord, en général, c'est plutôt les retraités qui font ça, mais d'avancer dans une rue et de voir des gens posés sur un banc, qui font rien d'autre que regarder, en fait, les gens qui passent ou le paysage, et de se dire: «Mais ils ont rien d'autre à foutre qu'être assis sur un banc et regarder». Et c'est ce que tu dis, la contemplation. La contemplation, enfin, moi le premier, j'ai tendance à dire, enfin, ça sert à rien, c'est une perte de temps. Mais là, la contemplation, on la vit sur le bateau, et on se rend compte que c'est finalement quelque chose de fabuleux.
Et alors, comment se passe la reconnexion au monde terrien? Parce que l'un des grands moments quand on est un marin et quand on est un néo-marin, c'est quand même la découverte de la Terre qui approche, quoi. C'est chargé de symboles, mais c'est aussi très très concret. Comment t'as Ouais, ben, vécu ça, toi? écoute, moi, je suis quelqu'un de très imaginatif, très imaginaire, et c'est vrai que les récits que j'ai pu lire plus jeune de ces personnes qui allaient découvrir le monde, je me suis toujours essayé d'imaginer qu'est-ce qu'ils ressentaient, parce qu'eux, ils savaient absolument pas combien de temps ils partaient et puis qu'est-ce qu'ils allaient voir, quoi. D'imaginer leur ressenti émotionnel. Donc nous, bon, c'est pas pareil parce on a une carte GPS qui fait qu'on savait quasiment à l'heure près le moment où on allait apercevoir la Terre. Mais c'est vrai que quand ce moment allait arriver, qu'il y avait encore que de l'horizon devant nous, bah, je me suis mis à l'avant du bateau, donc les conditions météo le permettaient. Je me suis assis là et puis sur la proue et j'attendais de voir la Terre. Et c'est vrai que quand je l'ai aperçu, et puis en plus c'était un moment de coucher de soleil au loin, ah, ça m'a pris aux tripes, ça m'a pris aux tripes, ça m'a fait verser une petite larme, à la fois parce que c'était beau de voir la Terre, mais aussi en me disant: «Mais on l'a fait, quoi, on l'a fait, et si je vois la Terre, ça veut dire que on a traversé cet océan». Et voilà, c'était un moment un petit peu introspectif, et je me souviens que je pense que Conrad avait ressenti que j'étais dans un moment émotionnel. Il m'a rejoint à l'avant, il s'est assis à côté de moi et on a commencé à avoir une discussion intéressante autour de tout ça, et c'est un moment qui m'a vraiment marqué de voir cette terre. Et c'est vrai qu'on perd un petit peu quelques sens sur le bateau, ce sens visuel de pas avoir une terre sur quoi accrocher les yeux à l'horizon, c'est perturbant. Et ce que j'avais remarqué aussi, c'est l'odeur qui est revenue assez fort, quoi. Nous, la seule odeur qu'on avait, c'était un peu nos lyophilisés, quoique c'est souvent assez fade, et l'odeur, elle est assez similaire. On finit voilà, par plus la sentir. Mais là, vraiment, cette humidité, cette odeur un peu de, moi, pour moi, ça sentait un peu le barbecue mélangé avec des fleurs là. Ça m'a ça m'a vraiment, ouais, ça m'a marqué, et j'ai adoré ce sensoriel, en fait. Ce sensoriel, qu'on peut ressentir sur le bateau à l'approche d'une terre. Quand tu poses pied à terre, évidemment, la reconnexion est brutale, mais se fait très rapide et on s'y réadapte très, très, très Ah ouais, rapidement. c'est très violent, oui, c'est très, très violent. C'est vrai que quand on pose la pied à terre, des flashs dans la tronche, des caméras, 1 milliard de questions à la seconde. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on on était dans une relation au temps un peu plus lente, un peu plus posée, malgré les manœuvres un peu intenses de temps en temps. Mais voilà, et puis là, le bouillon tout de suite, voilà, beaucoup de personnes qui sont là, qui posent des questions, qui veulent faire des photos, qui nous prennent dans les bras. Et et je sais pas, en tout cas, moi, je trouve que c'est assez violent, comme transition. Et j'aurais tendance à penser que peut-être pour les marins, alors nous, c'était que 19 jours, mais j'imagine même pas sur le Vendée Globe. Il leur faudrait peut-être un sas de transition là, je sais pas, mais je trouve que c'était quand même assez costaud là, le moment où on a posé pied à terre. Et alors, quelle leçon tu tires de cette expérience qui t'a emmené très haut, très bas quelle leçon tu tires et quelle leçon t'en tires en particulier pour ton sport? Écoute, il y a énormément de transpositions qui peuvent se faire entre les 2 univers, hein. J'ai énormément appris, bah, sur le plan mental. Je m'étais déjà poussé très, très loin, mais c'est vrai que quand tu te retrouves sur le pont, à te vomir dessus, à ne plus avoir de force, et de voir que finalement, le calme après la tempête, c'est pas qu'une expression. Le calme après la tempête arrive d'un point de vue météorologique, mais arrive aussi d'un point de vue émotionnel et physique. Bon, ça, je l'avais déjà vécu sur mes courses, parce on a souvent tendance à penser de manière logique, hein, finalement, que entre la ligne de départ et la ligne d'arrivée, c'est juste en fait une courbe décroissante de douleur, de souffrance, de difficulté, qui va faire que baisser. Et en fait, on se rend compte que ça fonctionne pas du tout comme ça, hein, le physiologique, le mental, et puis la nature aussi, c'est plutôt cyclique. Et ça, je l'avais très bien vécu sur terre, et j'ai compris que sur la mer, les codes de la nature et du mental étaient finalement les mêmes. Voilà, tu touches un down, et derrière, tu as une courbe qui s'inverse, et tu vas aller chercher des ups. Et ça, j'étais très content de le vivre. Voilà, j'ai été content aussi de me réapproprier dans ma tête la dimension de l'océan Atlantique. En fait, la dimension d'un océan, tout simplement. Et j'ai l'impression que quand je regarde une carte du monde ou un globe terrestre,
couplé à une traversée de l'océan en avion, le référentiel qu'on a, il n'est pas du tout le bon par rapport à la taille que fait l'océan. Je l'ai trouvé beaucoup plus grand que ce que j'imaginais. Je regardais ce petit point GPS là sur l'écran et c'est vrai que quand je regardais le point à 24 heures d'écart, il avançait pas très vite. Et je sais pas pourquoi j'imaginais que ça allait plus vite de traverser l'océan et je l'ai trouvé absolument immense. Alors, je n'ose même pas imaginer ce que c'est pour le Pacifique, mais j'ai trouvé immense. Et cette notion de référentiel, de taille de la nature, franchement, j'ai adoré de me réapproprier, en fait, ce qui est vraiment, la dimension de la nature, quoi. Heu, qui a été accélérée et réduit, avec nos moyens de transport et notre manière de visualiser le monde. Voilà, ensuite, j'ai beaucoup appris sur le plan humain aussi. J'ai compris que, ce sport-là, quand on est à 2 sur un bateau, voire un équipage, franchement, ça peut être très, très compliqué, hein. Heu, alors nous, avec Conrad, ça s'est bien passé. Conrad a eu quand même, quelques crises, quelques pics de colère, non pas à cause de moi, mais plutôt à cause des éléments et de ce qui se passait sur le bateau et c'était tout à fait, normal parce qu'on a vécu des moments vraiment difficiles et c'est là que j'ai compris aussi qu'il fallait pas que je nourrisse, la colère qu'il peut ressentir à certains moments parce que là, ça peut partir au clash et la performance passe aussi par, cette intelligence émotionnelle que l'on doit avoir au sein d'un équipage pour pouvoir, se connecter l'un à l'autre. Parce que si on se déconnecte et qu'on commence, à se fighter, c'est sûr que, la conséquence, c'est que le bateau, il va pas performer. Et il y a eu plein de situations comme ça où je me suis dit, en fait, c'est un jeu de force, un jeu d'équilibre, un jeu émotionnel où, voilà, de temps en temps, il faut soutenir l'autre, parfois prendre le lead, parfois, s'effacer, s'écraser et on n'a pas souvent en fait, quand on a une personnalité marquée sur terre, en général, on la tient cette personnalité et nos caractéristiques et je trouve que en mer, en tout cas, sur un projet comme ça, on est obligé de changer un petit peu, nos personnalités pour s'adapter aussi un petit peu à l'autre et ça, c'est hyper intéressant comme exercice et comme expérience humaine, au sens large. Est-ce qu'il y a d'autres paramètres qui sont réplicables dans ton sport à toi? Parce que là, pour le coup, ça Ouais. reste un sport, même si vous pouvez appartenir à des teams en commun avec d'autres athlètes, il y a pas vraiment de course d'équipe, sauf dans des formats très, très spécialisés. Mais est-ce que toi, par exemple, est-ce que mentalement, ça t'a fait progresser pour de futures courses? Oui, je pense que ça m'a fait progresser parce que même si ça fonctionne pas tout à fait comme ça, le mental, on peut le voir comme un muscle. Un muscle, ça se travaille et Ah, puis tu l'as bien bossé. voilà, oui, un mental plus fort, d'une manière ou d'une autre, quand je serai confronté dans le futur à d'autres aventures, qu'elles soient terrestres ou marines, le fait d'avoir vécu des moments difficiles me permettra d'avoir peut-être à ce moment-là, un self-control, une maîtrise, du moment qui fait que je vais pouvoir, mieux le gérer ou en tout cas résoudre, la problématique. Parce que c'est vrai que quand on se fait prendre par ses émotions, qu'on perd un petit peu le contrôle, c'est là qu'on peut faire, des grosses bêtises, se mettre en danger, voire, faire complètement capoter, un projet ou une course. Donc ça, c'est sûr que je reviens avec ce gros bagage-là. J'ai énormément appris sur le sommeil aussi. Nous, le sommeil, c'est hyper important dans notre sport aussi parce qu'on peut faire des épreuves, plus longues que, le faire d'une traite sans dormir. En général, on va faire jusqu'à 200 kilomètres, sans dormir, sans problème. Mais au-delà, va falloir intégrer, la stratégie de sommeil et c'est vrai que, aujourd'hui, on n'a pas vraiment de recettes, dans notre monde. Quand on part pour 600-700 kilomètres, en fait, enfin, on ne sait pas trop quand, comment, dormir et je trouve que les marins ont un petit peu, d'avance là-dessus parce qu'ils l'expérimentent, vraiment souvent. Et c'est vrai que cette notion de faire, quelques siestes, ponctuelles, dans une tranche de 24 heures plutôt que de faire d'une traite, 4-5-6 heures de sommeil, ça fonctionne. Ça fonctionne et l'ayant expérimenté, sur le bateau, ça me donne des très bonnes idées sur comment, gérer mon sommeil à l'avenir, sur des aventures, terrestres qui vont demander, de dormir pour, garder un certain niveau de lucidité pour pouvoir, réaliser mon épreuve. Donc, grâce à cette expérience de sommeil, marine, j'ai beaucoup appris, quoi. Et est-ce que tu t'es projeté? C'est-à-dire, est-ce que tu t'es dit: «Tiens, sur un Vendée Globe, voilà comment ça se passerait» ou «Tiens, en solitaire, voilà comment ça se passerait» ou pas du tout? Oui, je me suis projeté et j'ai vu le niveau que j'avais pu, acquérir à la fin de cette course qui était au finalement, très petit et je me suis rendu compte, du réel, travail global
qu'il fallait faire pour faire du solitaire sur un tel bateau, ne serait-ce que pour faire une simple transat ou faire une simple course jusqu'à une île. Alors, imaginez un tour du monde, on est complètement dans une autre catégorie. Et je comprends que, voilà, moi qui imaginais, si je mettais mon full focus là-dessus, en 2-3 ans, je serais capable de le faire. Je crois qu'il faudrait beaucoup plus de temps que ce que j'imaginais par rapport à ce que j'ai vécu. Maintenant, voilà, il y a des contre-exemples. J'ai beaucoup aimé l'histoire d'Aurélien Ducrot que tu as Mm. reçu, qui vient aussi de la montagne et qui a été capable, voilà, de devenir un navigateur en solitaire. Enfin, en tout cas, je suis pas capable d'évaluer leur niveau, mais qui semble être quand même de bon niveau. Ouais, ouais. Et ça, c'est super inspirant. Voilà. Maintenant, j'ai aussi compris ce que c'est la réalité de ce monde-là. J'ai trouvé ça super difficile et super inconfortable. Et peut-être que ce projet de faire un peu de la perf dans le bateau va se réduire dans le futur au profit de vraiment ce que j'avais vraiment en tête, c'était de plutôt vivre Du voyage, ouais. Mm. voilà, le voyage, un bateau un peu plus confortable, voire un bateau à plat type multicoque. Voilà, voyage famille, découverte. Et finalement, ce qui me correspond vraiment, c'est ce côté un peu aussi d'exploration qui me plaît beaucoup, parce qu'il y a pas que il y a pas le côté performance, c'est le côté exploration qui me plaît beaucoup aussi. Le côté un peu pionnier aussi dans toutes mes démarches personnelles et professionnelles. Alors, on sait qu'aujourd'hui, être un pionnier de l'exploration géographique, c'est plus possible sur Terre parce que tout a été exploré. Mais c'est vrai que quand j'entends qu'on connaît mieux, alors je sais plus si c'est la surface de la Lune ou la surface de Mars, on connaît mieux cette surface-là que le fond des océans, bah, je me dis que ça peut être un cycle intéressant d'avoir été inspiré par Jacques-Yves Cousteau plus jeune et peut-être un jour de corréler cette passion pour l'exploration à cette découverte de la mer que j'ai pu avoir grâce à cette expérience transat pour pourquoi pas amener quelques bouteilles de plongée sur un bateau et aller explorer des zones qui n'ont jamais été plongées en fait. Et ça, il en regorge encore énormément sur Mm. Terre. Donc ouais, ça a nourri mon côté d'explorateur pionnier et ça a peut-être un peu réduit mon ambition de simple performance dans ce monde-là. À l'arrivée, le projet au départ était d'emmener Conrad courir et de courir ensemble une épreuve. Alors, j'en ai même pas parlé, alors que nous avons en ce moment un festival qui est le Sailors Film Festival, dans lequel il y a un film qui raconte votre histoire, qui s'appelle Convergence. Et on voit dans Convergence une bonne partie de ce qu'on a raconté. J'ai trouvé le film un peu édulcoré d'ailleurs par rapport à ton récit, à la fois celui que tu as fait sur les réseaux et celui que tu viens de nous faire là. Je l'ai d'ailleurs trouvé un petit peu édulcoré au début. C'est un petit regret que j'ai. Mais on voit bien à l'arrivée l'inversion des rôles, qui est assez comique évidemment, où tu dis d'ailleurs tu t'adresses à la caméra et tu dis que tu vas prendre ta revanche et on voit Conrad qui est dans le dur parce que toi tu gambades sur les sentiers, etc., etc. Malheureusement, t'es blessé, vous n'allez pas pouvoir faire la course en Martinique. Mais ce qui m'intéressait, c'est plutôt comment t'as le process qui fait que tu retrouves ton corps progressivement, ton corps qui n'a pas fonctionné comme il fonctionne d'habitude pendant cette transat, où c'est l'une des caractéristiques majeures de la dégradation physique des marins sur un tour du monde, par exemple, c'est qu'ils perdent leurs cuisses, quoi. Donc toi, ton moteur principal, qui sont tes jambes, n'ont pas servi pendant 3 semaines, même si tu as fait une petite vidéo où tu essaies de courir un peu autour du bateau, mais c'était plus drôle qu'autre chose. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la manière dont tu retrouves ton corps et le temps qu'il faut après un exercice comme celui-là qui est si spécifique, quoi. Oui, bien sûr. Alors d'abord, la notion de convergence, je voulais revenir dessus parce que c'est hyper important pour moi. C'est quelque chose que j'ai compris depuis plusieurs années. C'est que on est des grands passionnés dans nos univers. Voilà, les marins sont ultra passionnés. Moi, je suis ultra passionné. Et c'est vrai que les événements, en tout cas les faits de vie qui font qu'on va se rencontrer sont minimes, voire inexistantes. Et je sais et j'ai compris qu'on peut aller chercher énormément d'éléments inspirationnels on en a parlé, du mental, de la préparation physique. Et c'est vrai que ça fait quelques années que j'ai pour projet d'aller à la rencontre de grands athlètes dans leur domaine pour faire converger nos connaissances. Donc, tu vois, je l'ai fait avec un apnéiste professionnel, avec un alpiniste professionnel, avec un grimpeur professionnel. Et là, voilà, c'était important pour moi aussi de voir un petit peu ce qu'était l'univers d'un marin. Et c'est pour ça que ce projet, il était double dès le début. Quand on s'est parlé sur cette première visio avec Conrad, c'était pas juste Mathieu qui veut aller faire une transat point. Non, c'était nous. Moi, si on fait ce projet-là, Conrad, je veux aussi avoir ce plaisir et cette gratitude de me dire que j'étais apporté quelque chose aussi de mon côté.
Et c'est pour ça que on s'était dit, ben, en fait, ça tombait bien, c'est qu'il y avait cette course, la Transmartinique, qui arrivait juste après notre traversée et que ça allait être un événement parfait pour aussi amener Conrad dans mon univers. Je reviens juste vite fait aussi sur le film que tu as pu voir. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est extrêmement difficile, quand on est dans les moments difficiles, de sortir la caméra et de se filmer. Alors, j'ai réussi une fois dans le film et c'est un coup de chance. C'est qu'on a pris, qu'on appelle ça déjà, un gros grain là qui nous a surpris. Le bateau, il s'est couché. Moi, j'étais dans la banette et puis j'ai volé. Le filet s'est arraché de l'autre côté du bateau et je me suis pété la côte. Enfin, j'étais vraiment la douleur très très mal et puis un peu une accumulation de tout aussi de fatigue. Et il s'est avéré que la valise, la petite mallette dans laquelle il y avait la caméra, a volé à côté de moi. Moi, je ne pouvais plus bouger. J'avais la côte pétée. J'hurlais. Je demandais de l'aide à Conrad, qui était dehors en train d'essayer de redresser le bateau, qui était couché à l'horizontale, donc il ne pouvait pas venir m'aider. Et là, en fait, la mallette était à côté, je l'ai ouvert, j'ai vu la caméra, j'étais en train de pleurer, je me suis filmé, mais c'est juste un coup de chance. Je ne serais pas allé chercher la mallette à l'autre bout du bateau pour ça. Donc, c'est vrai que c'est difficile de se filmer et de montrer la réalité d'une telle traversée, d'une telle course. C'est pour ça que je l'ai fait aussi en texte, parce que c'était plus facile de le faire. Maintenant, au niveau de la dégradation physique, bah, c'est clair que c'est absolument affreux les sensations qu'on a quand on revient. Et moi, je peux vraiment le dire parce que mon corps de coureur, je le connais par cœur. Je suis Bah hyper oui. connecté à mon corps et c'est vrai que les sensations que je peux avoir dans mes jambes quand je cours, je les connais par cœur. Je fais ça tous les jours. Et donc, oui, le premier jog et la première sortie qu'on a fait avec Conrad, c'était affreux. Et je me suis dit, mais attends, juste après 3 semaines, ne plus avoir de force comme ça, d'avoir les jambes un peu coton, là, je me disais, mais quand ils partent pour plusieurs semaines, voire des mois sur un Vendée Globe, c'est extrême leur truc. Et bon, je peux pas critiquer en disant que c'est pas santé leur truc, parce que nous, quand on fait des ultra trails, c'est pas non plus super santé C'est pas très parfois. recommandé non plus, ouais. C'est pas très recommandé non plus. Enfin, en tout cas, il y a des manières dont on peut le pratiquer qui sont plus santé que d'autres. Et oui, les sensations étaient absolument horribles, mais c'était ça aussi le défi. Dans notre défi, c'était de se dire, par rapport à la traversée qu'on a fait, c'était aussi expérimental pour moi de me dire à quelle vitesse je vais être capable de retrouver un semblant de niveau pour éventuellement espérer faire une course avec un dossard. Parce que ce que j'ai pas dit, c'est que dans un coin de ma tête, et que dans un futur où je suis encore passionné de trail, de montagne, et en même temps où j'ai envie d'assouvir ce besoin de naviguer et d'explorer le monde sur un bateau, ben, coupler les deux, ça pourrait être intéressant. Et j'étais curieux de savoir si un jour je fais une traversée pour aller d'une île à une autre île et que je veux faire une course. Voilà, est-ce que ça pourrait fonctionner ou pas? Je n'avais pas la moindre idée. Et c'est vrai que là, j'ai compris qu'effectivement, hein, au-delà de 2 semaines, il faut envisager une reprise, enfin plus de 3, 4, 5 jours, une semaine pour pouvoir retrouver un bon niveau. Donc ça, je l'ai compris et je l'ai intégré. Et c'est vrai qu'on a bien rigolé avec Conrad dans ces sorties trail qu'on a pu faire ensemble par rapport à notre niveau qui était absolument nul. Et il t'a fallu combien de temps pour récupérer? Alors, j'ai pas vraiment récupéré parce que déjà, je me suis fracturé la petite côte tout en bas là. Et d'ailleurs, là, au moment où j'enregistre, je suis en train d'appuyer pile dessus et tiens-toi bien, j'ai encore mal. Ah ouais. J'ai encore mal, tu vois, mi-novembre, décembre, janvier, février, mars, ça fait 4 mois et j'ai encore mal. Donc, c'est vrai que c'est une zone, je sais pas pourquoi ça prend autant de temps à se réparer. Et donc, c'est vrai que de ne pas pouvoir respirer correctement et dans certaines positions, d'avoir une douleur assez extrême en Martinique, bah, ça m'a pas permis de retrouver mon niveau. Et ce qui s'est passé aussi, c'est que bah, j'ai chopé une maladie sur place dont je n'ai jamais trop su ce que c'était. Et je me suis retrouvé 15 jours alité sans vraiment pouvoir bouger, exploser. Donc, mon niveau, je l'ai jamais vraiment retrouvé en Martinique et il a fallu revenir en métropole quelques semaines plus tard pour commencer à retrouver des sensations correctes. Oui, et donc il a fallu donc plusieurs semaines pour se remettre d'une transat comme celle-là, quoi. Ouais, après, si je pense que j'avais pas, si je ne m'étais pas cassé la côte et que j'avais pas eu cette maladie que j'ai chopée sur place, peut-être que ça aurait été plus rapide pour revenir à un bon niveau. Je sais pas, je sais pas. Mais en tout cas, c'est sûr que ce que je peux retenir, c'est qu'une transat en course sur un IMOCA, ça marque beaucoup plus le corps et le physiologique et le mental que ce qu'on peut imaginer. Très bien. Dernière question sur ce sujet, et puis après on va parler un petit peu de trail, même si c'est un podcast sur la voile, je tiens à ce qu'on parle de trail. Est-ce que t'as
envie quand même d'y retourner d'une manière ou d'une autre, peut-être pas peut-être pas en IMOCA, sur d'autres supports, sur d'autres épreuves, ou est-ce que tu considères que t'étais embuté de compétences? Ben, j'ai beaucoup réfléchi à tout ça, après cette course et j'ai 2 idées qui me sont restées en tête. La première, c'est d'apprendre, correctement en repartant, sur les bases avec des bateaux, moins complexes, où on peut mieux comprendre justement ce que je disais tout à l'heure, la relation entre tous les éléments du bateau. Quand on fait un réglage, ça influe sur quoi? Et c'est vrai que sur un IMOCA, c'est tellement gros, tellement puissant que parfois on a du mal à avoir, ce feeling. Ça va tellement vite que j'avais absolument pas la moindre idée d'où venait le vent aussi. Et donc, voilà, j'ai ce projet aussi dans les 3-4 prochaines années d'aller, tout simplement, prendre des cours, de base, probablement en Bretagne parce qu'il semblerait que les éléments, naturels autour, soient vraiment propices à beaucoup apprendre, notamment par rapport aux marées, qu'on n'a pas forcément en Méditerranée, au gros vent, au fond, aux îles, enfin, bah, tous ces éléments qui font qu'on peut apprendre, enfin, si on est capable de naviguer là-bas, j'ai la perception qu'on va pouvoir naviguer, à peu près partout. Mais j'ai envie de garder aussi un pied dans cet univers de performance parce que ça me fascine. Voilà, je me suis fait, des amis là-dedans, j'ai découvert l'envers du décor et j'ai envie de garder un pied là-dedans. Donc, voilà, c'est participer, ponctuellement, à des événements. Alors, j'ai pas eu la chance d'aller aux Sailors parce que, bah, les dernières semaines, j'étais à bloc, mais là, j'ai regardé les dates et il se peut que j'aille passer une soirée, tu vois? Ah, bah, faut que tu me dises. On en reparlera, post-podcast, mais ouais, d'aller voir aussi, ce film sur un écran de cinéma, c'est aussi une expérience à vivre et j'aimerais bien Exactement. le voir. Et donc voilà, après ça peut être des projets plus ponctuels. Tu vois, cette année, il y a la route du Rhum. J'ai compris que les convoyages retour, dans certaines conditions pouvaient être, Ah! plus «confortables» entre guillemets, dans le sens où on peut faire monter un équipage, qui va pouvoir mieux gérer le bateau et où le bateau peut-être qu'il sera un peu moins poussé dans ses retranchements et donc peut-être avoir un niveau de confort un peu mieux que celui qu'on peut avoir en course. Donc voilà, rien n'est fait, mais j'y pense aussi, si l'opportunité arrive de faire un convoyage sur une route du Rhum ou sur une autre course aussi, parce que ça permet aussi de garder un pied dans cet univers, voilà, sans trop tirer sur la corde pour ma carrière sportive. Sans partir en plein mois de novembre, dans la Manche. Exactement. Et mieux tenir son timing de départ. C'est sûr, bah, il y a Initiative Cœur qui normalement aura un convoyage retour à faire, hein. Tu connais bien la maison et Peut-être ça peut être une bonne idée. Et puis c'est vrai qu'avec, Violette, on est un peu plus, de la même génération que ce que je peux être avec, d'autres navigateurs. Donc, on se connaît, on s'apprécie et puis on aimerait, peut-être passer, un peu plus de temps ensemble, comme ça, sur un tel projet. très bien. Alors, on va faire au bout d'1h25, on va faire notre flashback, mais on va pas faire notre flashback habituel parce que je vais pas te faire le récit de toute ta vie. Moi, je me suis fait une petite fiche comme je fais toujours quand je prépare ce podcast, et je voudrais quand même que, par rapport aux trajectoires de marins qui souvent tombent tout petits dedans et puis apprennent et puis passent les étapes les unes après les autres. Moi, dans ta trajectoire de vie qui est assez, j'ai commencé mais j'ai pas fini ton livre qui est très joliment titré Vivre d'aventure. C'est vraiment un très très beau titre. Il y a quelque chose de frappant dans ta trajectoire d'athlète qui au départ n'est pas du tout une trajectoire d'athlète. Il y a des moments de rupture que moi je connais moins dans les parcours de marins habituels, qui sont souvent progressifs. C'est un sport, la voile, c'est un sport, la voile de compétition, c'est un sport à accumulation d'expérience. Donc il faut beaucoup naviguer pour devenir un très bon marin, même si aujourd'hui il y a des profils de très jeunes marins qui performent très très tôt, mais souvent ils ont commencé très très tôt. Toi, dans ton parcours, ce qui est assez frappant, c'est que il y a, je vais le résumer à très gros traits, hein, une enfance, comme tu disais, souvent en Guadeloupe avec des parents qui ont un centre de plongée, puis un retour en métropole, des études. Tu fais des études d'ingénieur et tu fais une école de commerce de mémoire. T'as un master à Grenoble, Tout à fait. sauf si ma fiche m'échappe. Et il y a un moment, en fait, tu pars au Canada, et il y a un moment où tu te mets à faire du sport, et en fait, tu te découvres, où tout à coup, tu comprends que tu as des capacités physiques qui étaient jusque-là insoupçonnées, enfin dont tu ne te servais pas. Et je voudrais juste, je vais avoir 3-4 questions comme ça, et j'ai bien en tête le timing, t'inquiète pas. Et à quel moment dans ce parcours, tu te rends compte qu'en fait, ton corps que tu connais si bien aujourd'hui, il recèle un potentiel qui est insoupçonné? À quel moment tu te dis, mais en fait, j'ai des capacités, quoi? Bah, c'est arrivé, dès le début. C'est vrai que j'ai toujours pratiqué,
le sport depuis tout jeune, mais le sport, comment le caractériser, le sport plaisir en fait, Oui. sans structure, c'est-à-dire que, Voilà, il y le a du kite, le il y a du surf, le ci, vent, le je vais ça. faire du kite et il neige, je vais faire une session de snowboard, voilà, on part en famille à la mer, on va faire de la plongée sous-marine, vraiment il y a pas de structuration, pour atteindre un certain niveau de performance ou en tout cas pour optimiser, le potentiel, de mon corps. Et c'est vrai que je découvre, le sport, d'endurance à proprement parler à l'âge de 26 ans lorsque j'arrive, au Canada pour une opportunité, en tant qu'ingénieur, dans le domaine de l'énergie. Et c'est vrai que, ben, je très vite, en fait, dès la première année, alors c'est vraiment par, méconnaissance du sport, de la course à pied et aujourd'hui, je re si c'était à refaire, je ferais pas comme ça et c'est absolument pas ce que je recommande de faire, aux personnes qui se mettent, à la course à pied. Mais mon premier dossard, c'est un marathon. Je mets mes premières chaussures de course, on est en mars, 2014, voilà, on est en plein hiver, à Montréal, je cours sur la neige et en septembre 2014 de la même année, je suis inscrit au marathon de Montréal. Alors pourquoi je suis inscrit au marathon de Montréal? Parce que je vois des images de monsieur et madame tout le monde, qui font des marathons, voilà et je me dis que c'est à la portée de tout le monde de faire un marathon, ça va être dur et voilà. Et c'est vrai que dans mon coin, à l'époque, je m'entraîne. Je m'entraîne tout seul parce que j'ai pas de communauté de course à pied, j'ai pas forcément, je suis pas sur je suis pas non plus super fier de ce coup de foudre que je suis en train d'avoir. Ah oui. Ouais, je le sens au fond de moi. Je sens dans mes tripes que je kiffe le processus, je kiffe la sensation de courir alors qu'il y a rien, il y a pas de ballon, il y a pas de balle de tennis, il y a pas de voile, il y a rien, il y a pas Et de cette sensation-là, tu étais inconnu jusque-là, quoi. ben non, Tu l'as parce que moi, j'associe, le sport à une notion de plaisir, d'adrénaline, d'aller chercher de plaisir de jouer avec une balle, de jouer avec un ballon, d'avoir de l'adrénaline quand on descend une pente en snowboard, de faire un saut en kite. Pour moi, c'était ça le plaisir et j'avais jamais compris qu'on pouvait aussi avoir une autre forme de plaisir, dans les sports d'endurance de par, voilà, le dépassement de soi et tout le process qui fait qu'on voit son corps, progresser, au jour le jour et ça et en fait, je tombe dedans sans trop le savoir. C'est un coup de foudre et voilà, j'en parle pas trop à mes proches parce que, comme je te l'ai dit, je fais des sports, qui sont stylés, d'un point de vue sociétal et la course à ouais, pied, je m'excuse, mais enfin, en tout cas, à l'époque, la perception que j'en avais, c'était pas du tout stylé. ouais. C'était Ça a bien changé depuis, hein, mais franchement, c'était nul, quoi, d'aller courir. Limite, c'était une punition quand je faisais du foot, fallait aller faire des tours de stade, c'était une punition d'aller courir, quoi. Et donc voilà, je prends un bouquin à la bibliothèque de Montréal, avec un programme un peu au hasard et je fais mon premier marathon de Montréal, alors non sans mal, mais en 3h00. Et donc qui pour un premier marathon est voilà, un sacré score quand même. c'est pas aujourd'hui, c'est sûr que c'est pas un temps, d'un athlète élite, mais pour un premier marathon avec, quelques mois de pratique, bah, c'est là où, les premières personnes qui voient ce résultat, me disent: «Mais Matt, tu sais que c'est quand même, bien un tel résultat et c'est même plus que bien pour un premier marathon après, 4 mois de pratique». Donc bah, voilà, de rajouter, cette information au fait que j'étais en train de que j'étais passionné par ce que j'étais en train de faire, bah, ça a juste fait renforcer, la passion qui était en train de naître, pour ce sport et ensuite, beh, tout a découlé. Je me suis mis à être plus sérieux, dans ma vie, c'est-à-dire plus sérieux, c'est de sortir un peu moins, de commencer à faire un peu plus attention, à ma nutrition, à organiser un petit peu ma vie, donc de bureau d'ingénieur pour pouvoir caler des entraînements, de manière pertinente dans ma semaine et ce qui fait que, bah, de fil en aiguille, j'ai progressé et voilà et puis coupler, la passion à, des bons résultats assez rapides a suffi, quelques années plus tard, donc je suis rendu à 30 ans, hein, 26, 27, 28, 29, 30, 4 ans plus tard, à intéresser, des marques, des premières marques, pour m'accompagner dans un potentiel projet de performance un peu plus évolué que celui dans lequel j'étais à ce moment-là. Mmh. Ce qu'il faut dire, c'est que donc 4 ans après, ce marathon de Montréal, donc en 2018, tu fais ton premier UTMB, tu termines 13e, ce qui est là aussi une sacrée perf. Je sais pas comment est-ce que je pourrais comparer ça à une trajectoire de marin, mais c'est peut-être faire une première régate de quartier et puis bah, faire 13e à la Solitaire du Figaro, voilà, par exemple. Ça pourrait être une bonne comparaison. Donc c'est une progression quand même très très forte. Et alors et l'année d'après, en fait, tu changes de métier, tu changes de monde, tu deviens directeur commercial de la clinique du coureur. Et puis il y a ce truc dans ta trajectoire qui est incroyable, qui est
une participation à koh. Alors pour le coup, là aussi, c'est pas tout à fait classique dans un parcours d'athlète. Et quand on voit ton parcours après koh, on a l'impression que c'est vraiment une incise dans ce monde très particulier. Est-ce que tu peux nous raconter juste un petit peu comment t'en es venu? Alors, et puis tu vas être marqué par ça. Tu vas être le gars qui a fait koh, quoi. Et Oui, puis tout à fait. aujourd'hui, maintenant c'est déjà c'est presque de l'ancienne histoire parce que les résultats ont parlé pour toi. Mais voilà, raconte-nous un peu cette étape dans ton parcours qui est à la fois Oui. très originale et qui marque une partie de ton parcours. Alors, d'abord, je veux juste revenir sur l'analogie que tu as fait par rapport à mon UTMB 2018, cette course du Figaro. J'aimerais juste ajouter que c'est finir 13e à la course du Figaro en ayant eu une tempête, ce qui a fait que tous les favoris ont abandonné. Voilà, D'accord. donc ce qui est arrivé en 2018, c'est qu'il y a eu une énorme tempête sur l'UTMB. Moi, j'arrivais du Québec, donc vraiment habitué aux conditions difficiles. Tranquille. Voilà, tranquille, qu'on a pris de la neige au col du Bonhomme, du vent, de la pluie. Voilà, il y a beaucoup d'athlètes de très haut niveau qui ont abandonné, et comme rarement sur l'UTMB, ce qui fait que j'ai pu grappiller quelques places finalement gratuitement de par l'abandon de tous ces athlètes. Bon, quand même, si tu avais fini même dans les 20 ou dans les 30 ou dans les 50 pour un premier après 4 ans de course à Oui, pied, voilà, et pas mal. c'est ce qui a fait aussi que derrière, j'ai pu aussi très vite commencer à vraiment me professionnaliser, arrêter mon métier d'ingénieur, avoir un temps partiel auprès de la clinique du coureur, et puis 2-3 années plus tard, carrément arrêter mon travail conventionnel pour me focaliser à 100% sur le sport. Pour revenir sur koh, ce qui est marrant, c'est que de par peut-être mon éducation, ma formation, enfin en tout cas tout ce que j'ai pu faire au niveau études et travail en début de carrière, c'est vrai que j'ai un cerveau qui est quand même très forgé cartésien et assez pragmatique dans ma démarche. Mais j'ai un côté, alors c'est peut-être plus du côté de ma mère, un côté un peu artistique, philosophe, et qui accepte aussi une part un petit peu voilà, de magie dans la vie. Et c'est vrai que j'ai plusieurs expériences dans ma vie qui font qu'il y a eu des signes qui se sont passés devant moi, qui ont été très très clairs, et qui étaient un peu dans le domaine du paranormal pour moi. Il s'avère qu'en 2019, quand je décide d'arrêter mon boulot d'ingénieur pour me professionnaliser un petit peu plus avec ce temps partiel à la clinique du coureur, je me blesse. Première fois de toute ma vie que j'ai une grave blessure. Je me suis jamais blessé, je me suis jamais rien cassé. Là, je me fracture ce qu'on appelle le sacrum. C'est un os qui est en bas du dos, qui est un peu le centre de gravité du corps. Et c'est quelque chose qui est horrible, parce que quand on se brise ici, en fait, on n'est plus capable de rien faire. Toutes les positions font mal. Marcher, ça fait mal. Faire du vélo, ça fait mal. Nager, ça fait mal. Rien que s'asseoir, ça fait mal. Donc, je suis littéralement handicapé dans un canapé à Montréal à plus pouvoir bouger. J'ouvre les réseaux sociaux. Et là, alors que je ne regarde absolument pas la télé, que je suis au Canada depuis déjà 14, 15, 16, 17, 18, 19, depuis 5 ans, que j'ai jamais regardé koh de ma vie, poum, il pop sur mon Facebook une pub pour appel à candidature de koh. La première action que j'ai à ça, c'est pourquoi mon Facebook il me pousse ce truc-là. Et je commence à scroller, et puis ça me perturbe. Je me dis, mais attends, mais c'est bizarre parce que c'est quand même stylé comme truc. Pourquoi ça me revient? Une aventure, je suis blessé, et je me dis: «Allez, je vais m'amuser, je vais postuler». Il y a un petit formulaire pour postuler là avec, des questions, de personnalité, je le fais, j'envoie, je ferme mon ordinateur et j'oublie ça. Et c'est vrai que peut-être 2 mois plus tard, je suis recontacté par la prod, et je rentre dans tout ce processus, je rentre dans tout ce processus de candidature pour éventuellement, être pris à la fin du processus, parce que bon, c'est pas facile. Il y a des dizaines de milliers de demandes, et puis il y a une quinzaine de profils qui sont pris à la fin. Donc moi, je suis blessé à peu près toute l'année, donc ça me fait passer le temps de faire ces castings. Et il s'avère que je réussis à me réparer, et que je prends un dossard pour la Diagonale des Fous en octobre de la même année 2019. Donc je me rends sur place. Euh, je fais le tour, je fais ma petite tournée médiatique sur l'île, parce que je fais partie des sérieux outsiders pour faire un bon résultat. Et à la veille de la course, je me fais contacter par la prod de koh, qui me dit il faut partir tout de suite là, c'est demain, pour nous rejoindre. Et moi, je leur dis, mais c'est pas possible, j'ai ma course à Diagonale des Fous, j'ai pas fait une seule course de l'année. Ils me disent, mais en fait, limite au téléphone, ils me disaient, mais t'as pas compris, en fait, si tu viens pas, il y a pas de koh, quoi. Donc voilà, je suis parti un petit peu en sous-marin de l'île, parce qu'il y a une notion de confidentialité qui est hyper importante pour cette émission. Et je suis parti, je suis parti vivre, franchement, j'y repense encore aujourd'hui, une merveilleuse aventure.
j'avais un peu des avis comme tout le monde, un peu négatifs sur l'émission, sur est-ce que c'est un petit peu réel, ce qui se passe vraiment là-bas, est-ce qu'on vit vraiment une réelle aventure. Et puis c'est vrai que moi, encore une fois, ces récits plus jeunes, tu vois, la Robinson Crusoe, la série Lost, tu vois, le coup d'un bateau qui s'échoue, d'un avion qui se crache sur une île, moi, ça me fait pas paniquer, ça me fait rêver en fait ce scénario-là. Et voilà, de pouvoir vivre le temps de quelques semaines une expérience de Robinson Crusoe encadrée, donc en ayant une sorte de cercle de sécurité, c'est quelque chose qui m'intéressait. Donc voilà, je suis allé le faire. J'ai vécu une super aventure sur place. J'y ai rencontré ma compagne hein, alors en Alix anglais, si Leblanc, j'ai ouais. pas la date exacte, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 7 ans plus tard, ben voilà, toujours ensemble et heureux. Donc voilà, ça permet aussi ce genre de rencontre. Mais c'est vrai que comme tu l'as dit dans ta question, quand je suis revenu de ces missions et que la diffusion a eu lieu, moi qui étais dans une nouvelle construction de mon identité qui était Voilà. difficile à assumer parce que voilà, des parents, des amis qui te disent mais est-ce que tu es sûr que c'est la bonne chose de se penser précaire, ta carrière d'ingénieur, là, c'était plus c'était plus stable, tout ça. Ben, quand on est dans cette construction d'identité, c'est pas facile, hein, de l'assumer. On est un petit peu tout seul, on n'a pas forcément beaucoup de soutien et quand on se retrouve, à arriver, dans des grandes courses et qu'on voit, des titres de médias ou en tout cas des commentaires, du style, c'est le mec de la télé-réalité qui fait du trail et pas l'inverse, c'est pas facile. Voilà, c'est vraiment pas facile parce que moi, je voulais être le mec du trail qui a fait un coup dans sa vie, Ouais. de la télé-réalité. Donc je dois t'avouer que en septembre 2020, donc un an après avoir fait l'aventure aux Fidji, c'est là que l'émission est diffusée. Et quelques mois plus Ah tard, quand oui. j'arrive sur la ligne de départ de l'UTMB en 2021, je ne sais plus comment je le raconte dans mon livre, mais tous ces gens voilà, qui disaient le mec de la télé-réalité qui fait du trail, ou bien les personnes qui dans la rue me reconnaissaient et me disaient ah, je peux faire une photo avec toi parce que j'ai fait koh et qui n'avaient pas la moindre idée que je faisais du trail. Je t'avoue que ça a créé une petite rage en moi, une petite colère que j'ai su transformer en énergie et qui m'a permis de faire un UTMB de fou en 2021, quoi. Voilà. Et également en 2022. C'est là en fait que ce saut de ce saut koh qui t'avait un peu marqué jusque-là disparaît parce qu'en fait les performances sportives l'effacent progressivement, quoi. Tout à fait, et c'était tout à fait légitime. En fin de compte, moi, j'en veux pas aux personnes qui pensaient ça à l'origine. J'avais besoin, malgré le fait que j'avais fait des bonnes performances, c'était pas suffisant aux yeux du grand public et des experts aussi du domaine pour valider mon identité de trailer, de coureur de trail de haut niveau. Donc voilà, comme tu l'as dit, 2021-2022, deux podiums d'affilée sur l'UTMB, voilà, ont permis de m'aider à construire mon identité et d'assumer le fait que j'étais devenu un coureur de trail professionnel. Le sport, c'est des scores et le score ne ment pas. Exactement. C'est pour ça que je dis que c'était J'ai une dernière légitime. Exactement, voilà. J'ai une dernière question, Mathieu. Je disais tout à l'heure que ton livre Vivre d'aventure, c'était un très très beau titre. Et pour reboucler un petit peu cette question sur les identités qui sont multiples à la fin, au final, je dois dire aussi que j'ai écouté hier soir un podcast que tu as fait avec l'un de tes partenaires qui s'appelle Green Got, Oui, où tu parles d'argent et qui est absolument passionnant parce que tu en parles avec beaucoup de franchise, mais aussi avec beaucoup de subtilité sur c'est quoi l'économie d'un coureur de trail. Tu donnes des chiffres, j'invite les gens à l'écouter. Tu confies au départ ton malaise de devoir en parler, mais au final, t'en parles très très bien. Donc, tu as aussi une identité d'entrepreneur, etc. Tes identités sont multiples, mais pour ce qui est de la partie sportive, ce qui, moi, me frappe beaucoup, c'est que l'ultra trail est peut-être ton identité centrale, mais elle est aujourd'hui beaucoup plus large que ça. Est-ce que c'est encore quand on te voit dans le film sur ton exploit au Yukon, on te voit un peu courir, mais on te voit aussi traîner ton traîneau avec des bâtons. On te voit faire beaucoup d'autres choses. On te voit faire du coup de l'IMOCA. Quand tu vas courir dans le grand froid, est-ce qu'on est encore dans l'ultra trail traditionnel? Et on sent qu'en fait, c'est peut-être l'aventure au sens large qui t'attire et qui te donne envie. On te verra bien faire des choses encore tout aussi périphériques autour du trail, en montagne, on imagine, mais aussi, je crois que tu as couru le marathon des sables. Enfin, on sent que tu es capable de faire beaucoup de choses, et l'endurance au sens large du terme, elle va bien au-delà du trail. Est-ce que dire que t'aspires à peut-être être un aventurier au sens large et au sens noble du terme,
On se trompe pas quand on dit ça? Oui, tout à fait. Pour revenir sur ce titre, Vivre d'aventure, il paraît assez simpliste comme ça, mais il a été beaucoup réfléchi parce que, au final, ce que je voulais faire passer comme message dans cette histoire, dans ce livre, c'est que la définition de l'aventure de l'aventurier, c'est pas tout à fait celle qu'on imagine qui est un aventurier. C'est quelqu'un qui part comme ça au combat. Voilà, dans des univers, hostiles, extrêmes et qui doit survivre, explorer. Alors, c'est vrai que cette définition existe, mais ce que je voulais aussi faire passer comme message, c'est que ça peut être vivre d'aventure, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit que l'on peut avoir, dans notre quotidien et on n'est pas obligé d'être au pôle Nord, au pôle Sud ou au sommet de l'Everest pour être, vivre d'aventure. C'est un état d'esprit où on aime, voilà, se confronter, où on aime, où, bah, dans le film, il dit un mot, enfin, il dit quelque chose d'assez fort, Conrad, qui dit: «Je déteste le confort». Je le rejoins un petit peu, je déteste pas le confort parce que j'aime aussi me mettre sous mon plaid dans mon canapé, devant une série, mais où, je comprends que rester trop longtemps dans un certain confort peut m'amener à une forme de sédentarité qui est pas bonne pour ma santé physique et mentale. Donc voilà, c'est cet état d'esprit aussi de volontairement se confronter à l'inconfort de manière plus ou moins ponctuelle, dans mon quotidien. C'est, se confronter aussi, à un univers, que je connais pas du tout, comme, mettre un pied dans le monde de la voile, ce qu'on a discuté, aujourd'hui, parce que je sais que je vais énormément apprendre, sur moi, mais aussi sur l'univers que je suis en train de découvrir et aussi je vais apprendre, des éléments, très concrets comme de l'électricité, de la mécanique, du médical et c'est ça pour moi vivre d'aventure, c'est l'état d'esprit de mon quotidien dans tout ce que je peux entreprendre. Je vois pas toutes mes casquettes, hem, en silos, séparés. Pour moi, c'est plutôt, intégratif. Alors c'est sûr que le trail est encore aujourd'hui, le cœur, de tout ça, autour duquel, gravitent, toutes les activités que je peux faire autour. Mais c'est le trail qui m'inspire à être entrepreneur, c'est le trail qui m'inspire à aller, faire des aventures diverses en montagne ou sur la mer. Ce trail m'inspire parce que ce mouvement minimaliste du corps humain, quand je dis minimaliste, ça veut dire qu'on a très peu de matériel en nature. Il est pur, il est essentiel et ça me fascine ce niveau, de bonheur pérenne que je peux ressentir, quand je fais du trail en ayant, à l'inverse, ce niveau, de matériel hyper bas, quoi. J'ai absolument rien et ça me fascine vraiment. Donc cette forme d'essentialité du trail me passionne et j'essaye de la transposer à d'autres univers. Je, hem, j'aime beaucoup aussi, ça c'est peut-être aussi une revanche par rapport à la vie, par rapport à l'éducation que j'ai pu avoir de mes parents et je leur en veux pas, hein. Par rapport, aux formations que j'ai pu avoir voici où sont les limites, de l'humain et voici où sont tes limites en termes de potentiel, physique, physiologique et mental et j'ai explosé ces barrières-là ces dernières années et je suis fasciné par le potentiel humain au sens large parce que je m'inspire d'autres athlètes dont je n'atteindrai jamais le niveau dans d'autres sports, mais mon potentiel aussi, parce que je le vois évoluer de jour en jour et de où je suis parti il y a quelques années en arrière et où je suis rendu aujourd'hui, jamais j'aurais pu imaginer, atteindre, de tels niveaux et ça, c'est vraiment, le trail aussi qui est, mon motivateur pour me pousser à creuser, à réfléchir, à trouver des manières de m'entraîner pour faire progresser mon physique à la salle, à l'entraînement, comment je vais me nourrir, comment je vais penser et tout ça fait que, voilà, je suis encore fasciné parce que je progresse encore malgré mon âge là, je viens d'avoir, 38 ans et je me vois encore progresser, avec voilà, des éléments très concrets sur des segments sur lesquels je cours ou des courses dans lesquelles je vais. Alors c'est sûr que j'ai commencé ce sport très tard à l'âge de 30 ans donc peut-être aussi que commencer tardivement me permet de déplacer, le pic de forme De maximum que progression, ouais. j'atteins de progression, que j'ai pas encore atteint. Mais voilà, ça me fascine et du coup cet état d'esprit que j'apprends et que je vis tous les jours dans ma vie de trailer, bah, je le transpose à d'autres univers qui me plaisent beaucoup, comme l'aventure. Je sais, je suis pas dupe, que l'âge et le temps qui passe fait qu'un jour mon niveau va stagner, voire réduire et c'est à ce moment-là que peut-être que aujourd'hui Mathieu Blanchard est un athlète aventurier. Peut-être que plus tard il sera un aventurier, point. Voilà, parce que je comprends que
l'aventure, c'est pas uniquement aller La performance. voilà, la performance, aller atteindre le pôle Nord à telle vitesse ou monter je ne sais quelle montagne sans oxygène. C'est aussi ramener des belles histoires. Parce que ramener des belles histoires, ce que j'ai compris, et ça donne beaucoup de sens à ma vie et à ma carrière professionnelle, si j'ai envie de dire comme ça, c'est que bah, de donner envie, d'inspirer d'autres personnes à aller vers une forme de bonheur par la pratique sportive en milieu naturel, bah, je trouve que c'est hyper utile. C'est hyper utile sur notre planète Terre, c'est hyper utile d'un point de vue sociétal. Et c'est vrai que moi enfin, il y a quelques années en arrière, je me levais le matin, j'allais m'entraîner, j'avais l'impression de servir à rien parce que c'était très personnel, individuel et égocentrique d'aller s'entraîner, courir et servir à rien. Aujourd'hui, de partir courir en ayant les yeux un petit peu plus ouverts, d'avoir un petit peu plus de recul à la fois sur mes entraînements, mes courses, mais aussi sur les aventures que je fais pour ramener des histoires avec des émotions que j'ai pu ressentir, des rencontres que j'ai pu faire, ce petit oiseau que j'ai rencontré euh, sur le voilier, tu vois, bah, peut-être que ça va donner envie à un jeune voilà, d'aller faire de la voile et de sortir un petit peu de ces jeux vidéo ou je ne sais quel scrolling sur les réseaux sociaux. Et ça, voilà, c'est ce qui me caractérise aujourd'hui. Donc voilà, je veux pas être défini en silo, comme je l'ai dit. Pour moi, c'est intégratif tout ça, c'est ma personnalité. Et ce qui chapeaute le tout, c'est un état d'esprit. Et cet état d'esprit, c'est tout simplement vivre d'aventure. Très bien. Eh ben, écoute, c'est une conclusion absolument parfaite. On te souhaite de continuer à vivre longtemps et de beaucoup d'aventures. Et puis, globalement, d'essayer d'inspirer un petit peu les gens. Et ça, c'est vraiment top. Merci beaucoup, Mathieu. Merci pour ton temps Pierre-Yves. dans ces journées millimétrées et ton agenda très chargé. Et puis, bah, écoute, au plaisir de t'accueillir sur le Sailor Swim Festival qui tourne jusqu'au 15 avril. Je vais faire un instant de promo. Et puis, vous pourrez admirer, entre autres, Convergence, le film où tu racontes avec Conrad une bonne partie de cette transat qui t'a marqué quand même. Hein. On a senti que c'était pas un geste anodin. Ouais, c'est vrai que c'était plus dur qu'imaginer, mais voilà, le cerveau humain est fait comme ça. On arrive, on pose le pied à terre, tout comme quand on arrive sous une arche d'arrivée, on dit plus jamais. Puis quelques semaines plus tard, on se dit c'est quand la prochaine, quoi. Ça, c'est quand même voilà. assez facile. C'est le drame du marin et de l'athlète souvent. Merci Pierre-Yves, beaucoup, et Mathieu. puis à bientôt Merci. pour de nouvelles aventures. Ça marche, merci beaucoup.